Peut-être de moins en moins, mais c'est le cycle naturel de l'année universitaire. Euh, alors, le but pour aujourd'hui, c'est de finir la section. Comme je vous dis, une deuxième grande théorie après l'hédonisme sur ce qui fait la vie bonne, c'est l'idée que notre vie est d'autant meilleure qu'on satisfait le plus de désirs possible. C'est la théorie de la satisfaction des désirs. Comme je vous dis, cette théorie, elle est surtout défendue dans la philosophie contemporaine. On ne trouve pas vraiment d'école philosophique qui la défende en tant que telle dans l'Antiquité. L'Antiquité est plutôt focalisée sur le plaisir que sur le désir. Mais on trouve au moins une discussion du rôle des désirs dans le bonheur dans le Gorgias de Platon. Donc l'idée, c'est de discuter les objections que fait Platon par la bouche de Socrate à cette idée que finalement la vie bonne, c'est de satisfaire le plus de désirs possible. Donc on s'est un peu perdu la fois dernière, parce qu'avant de présenter Platon, j'ai dû présenter Socrate, parce que c'est non seulement son maître, mais le personnage qu'il met en scène dans ce dialogue. Et donc, maintenant, on arrive au dialogue dans lequel est discutée justement cette idée que la vie bonne consisterait à satisfaire le plus de désirs possible. Et ce dialogue, c'est le Gorgias de Platon. Donc, j'introduis rapidement Platon, hein, donc athénien, élève de Socrate. Platon est supposément, alors on sait que c'est un surnom, mais on suppose que c'est un surnom qui fait référence à sa carrure. Ça veut dire en gros, ça veut dire le baraqué, le puissant. Il y a certains indices qui laissent suggérer qu'il aurait au moins gagné quelques épreuves aux Jeux Olympiques. Donc voilà. Apparemment, c'était pas un intellectuel tout petit comme ça, hein. Alors, il fait partie d'une famille noble, hein, il fait dans une famille qui descend de l'aristocratie athénienne. Euh, alors, il envisage une carrière dans la dramaturgie. Ça se voit un peu dans ses écrits, hein. C'est un des rares philosophes qui a un style très littéraire. Et comme d'autres philosophes qui ont un style très littéraire, ils finissent finalement par écrire contre la littérature. Vous savez, c'est comme Rousseau, j'aime beaucoup Rousseau, c'est quand même le type qui a écrit La Nouvelle Héloïse, qui est le roman épistolaire d'amour le plus vendu du XVIIIe siècle. Et en gros, c'est un truc pour dire que les romans d'amour épistolaires, c'est nul. Donc, on y reviendra. Mais voilà, Platon, c'est un peu pareil, il va écrire des œuvres quand même très littéraires pour expliquer à quel point il faut se méfier aussi de la littérature. On soigne le mal par le mal. Donc, avant d'envisager une carrière dans la dramaturgie, il envisage une carrière dans la politique, mais il semble qu'il soit très vite dégoûté par la politique athénienne, ce qui se voit aussi dans ses écrits. Mais sa carrière dans la dramaturgie va changer quand il rencontre Socrate, et donc il change et met ses talents d'écrivain au service de la philosophie. Après la mort de Socrate, il fonde son école philosophique, l'Académie, qui donne son nom à ce qu'on appelle aujourd'hui l'Académie. En général, à l'époque, ça voulait juste dire, on appelait ça juste l'Académie parce que le bâtiment était près du gymnase d'Académos, et donc le nom a survécu. Et bon, il fait plusieurs tentatives politiques dans le sens où il essaye, une des grandes théories de Platon, c'est l'idée que celle du philosophe roi, il essaye d'implémenter cette théorie en devenant tuteur de Denis II de Syracuse en Sicile, qui est de plus ou moins un souverain tout-puissant en Sicile. Et il essaye d'en faire un roi philosophe à la demande justement, je crois, du cousin ou de l'oncle de Denis II. Mais ça ne marche pas très bien et ces différentes tentatives finissent souvent assez mal. Il est souvent obligé de fuir Syracuse. Donc le Gorgias, c'est un dialogue de Platon qu'on classe en général dans une période un peu intermédiaire, comme je dis la dernière fois. Il y a l'idée qu'il y a deux extrêmes dans les dialogues de Platon. Il y a ce qu'on considère les premiers dialogues qui sont très socratiques, souvent courts, dans lesquels Socrate se contente de montrer à la personne qui croit savoir qu'elle ne sait pas, hein, qui finissent souvent sur des apories, des impasses. Il y a les dialogues de la fin de carrière qui, eux, sont quasiment plus des dialogues de temps en temps. Alors, si vous avez lu les lois, ce qui est très improbable, par exemple, ou plutôt, genre, si vous avez lu le politique, c'est quand même souvent quelqu'un qui parle très longtemps et les autres personnes qui disent oui, oui, tout à fait. Donc, la forme du dialogue reste, mais de façon un peu superficielle. Et je pense que le Gorgias, c'est un des dialogues les plus lus de Platon, parce qu'il est en fait quelque part dans une forme intermédiaire. Il garde cette forme où c'est clairement un dialogue, c'est clairement très vivant, je vais rentrer dedans. On n'est clairement pas dans une exposition d'une théorie, hein. En plus, les personnages sont quand même des personnages, pas juste des prêtres, non. Et en même temps, c'est pas juste aporétique, on ne conclut pas juste sur on finit. Il y a des thèses qui sont défendues par Socrate, par-ci, par-là, et des thèses assez fortes de façon socratique. Donc la question, est-ce que la vie bonne, c'est satisfaire tous les désirs? Elle arrive en dialogue, mais plutôt vers la fin, parce que le Gorgias, il est composé de trois dialogues. Donc il va falloir faire quelques détours pour arriver à ça. Je pense aussi que ça montre pourquoi il y a très peu de philosophes qui ont réussi à écrire des dialogues.
Alors, il y a des philosophes qui ont écrit des dialogues, Kierkegaard, Berkeley, mais en général, on considère qu'ils ne sont jamais aussi dialogués que ceux de Platon. Et je pense qu'en général, c'est quand vous êtes un philosophe, si vous écrivez des dialogues, le but, c'est quand même d'exposer une théorie. Il y a un ordre logique qui est respecté dans le dialogue, alors que les dialogues de Platon, comme le Gorgias, sont clairement des dialogues, dans le sens où on parle d'un truc et 10 pages après, on a pu dériver sur complètement un autre sujet. Alors bien sûr, tout ça dans la tête de Platon a un sens, hein, c'est pas le hasard, mais par contre, il n'y a pas l'exposition, il n'y a pas un thème qui est là, un thème qui dirige tout l'ouvrage et qui est présenté systématiquement avec interlocuteur 1, c'est la thèse 1, interlocuteur 2, c'est la thèse 2. Non, chacun des dialogues part sur complètement un truc différent. Donc je pense que c'est ça qui donne au dialogue de Platon cet aspect vraiment dialogue. C'est comme dans la vie de tous les jours, on commence par parler d'un truc, puis 30 minutes plus tard, on est sur quelque chose de complètement différent et on ne sait pas vraiment comment on y est arrivé. Tandis qu'effectivement, la plupart des dialogues philosophiques par d'autres auteurs que Platon gardent un peu cet ordre structurel. Alors, donc, le Gorgias de Platon commence justement avec un dialogue avec Gorgias. Donc, Gorgias va donner une conférence sur la rhétorique. Comme je dis, les sophistes sont parfois payés pour animer des après-midi, des soirées chez les familles riches en donnant des conférences. C'est une forme de distraction intellectuelle prisée à Athènes. Et bon, bah, Socrate arrive à la fin de la discussion, mais à la fin de la discussion, Gorgias a promis qu'il resterait un peu pour répondre aux questions du public, quoi. Et donc Socrate, on autorise Socrate à poser une question à Gorgias et il lui demande qu'est-ce que c'est, mais c'est quoi ton métier, Gorgias? Qu'est-ce que c'est que la rhétorique? Alors je vais très vite là-dessus, il y a quelques fausses pistes et finalement, Gorgias répond de la façon suivante. Voilà, c'est quoi la rhétorique? C'est selon moi d'être en état de persuader par ses discours les juges dans les tribunaux, les sénateurs dans le Sénat, le peuple dans les assemblées, en un mot, tous ceux qui composent toute espèce de réunion politique. Or, ce talent mettra à tes pieds le médecin et le maître de gymnase, et l'on verra que l'économe s'est enrichi non pour lui, mais pour un autre, pour toi qui possèdes l'art de parler et de gagner l'esprit de la multitude. Vraiment. La rhétorique est présentée comme cet art qui permet, au moins dans la vie politique, de toujours ça, à gagner l'adhésion des autres, toujours convaincre les autres. Et ça, comme je dis, c'est un peu le truc vendeur des sophistes. Et voilà, finalement, c'est toi qui triompheras dans la vie politique. Il y a peut-être des gens compétents qui ont travaillé pour leur métier, mais c'est toi qui les dirigeras, parce que c'est toi qui feras la loi, parce que tu pourras les convaincre grâce à ta belle parole. Alors, Socrate ne se satisfait pas de cette définition, il dit, ah, c'est très joli ce que tu racontes. Et il lui demande, mais de quoi parle la rhétorique? C'est quoi le sujet? Alors Gorgias répond, je parle de Socrate de cette persuasion qui a lieu dans les tribunaux et les assemblées publiques, comme je disais tout à l'heure, et qui roule sur ce qui est juste ou injuste. Donc de quoi parle la rhétorique? Elle parle du thème du juste et de l'injuste. Voilà, qui sont au cœur de la politique. Alors, Socrate fait une petite digression en disant, bon, il faudrait peut-être distinguer la science, hein, la connaissance, de la croyance, et voilà, croire, c'est pas la même chose que savoir. Hein, savoir, c'est avoir des raisons solides, ça fait sur des raisons solides. Croire, c'est juste avoir une opinion. Et il dit, voilà, il faut distinguer deux formes de persuasion, hein. Il y a les gens qui persuadent les autres parce qu'ils savent de quoi ils parlent, et il y a les gens qui persuadent les autres juste parce qu'ils parlent bien sans forcément savoir de quoi ils parlent, hein, qui sont l'opinion. Et il dit, voilà, moi je pense que la rhétorique, c'est justement pas un discours expert, c'est pas les gens qui convainquent parce qu'ils ont beaucoup fait d'études dans un domaine donné, ils savent le truc en détail et c'est pour ça qu'on les écoute. C'est ceux qui persuadent, même sans connaître le sujet, juste parce qu'ils parlent bien. Et Gorgias n'est pas du tout vexé, hein. Il dit oui, oui, bah, exactement, c'est le point du truc, hein. C'est ça, c'est ça que je vends aux gens, c'est je vends la capacité de parler et de convaincre, même sur des sujets sur lesquels il n'y a pas de connaissance ou d'expertise. Parce que de toute façon, pour les sophistes, il n'y a pas d'expertise possible dans le domaine du juste et de l'injuste, vu que ce sont des choses qui sont totalement subjectives et créées par l'humain. Donc il n'y a pas d'expert, par définition. Ah, voilà, donc c'est ce que dit Gorgias, hein. Il est évident que c'est la persuasion d'où naît la croyance, hein. Donc, Socrate pousse un peu son investigation. Donc ça, je vais juste sauter parce que ça, c'est juste la différence entre connaissance et croyance, hein. Donc Gorgias commence à s'emballer. Il dit, voilà, la rhétorique, c'est vraiment génial. Avec ça, tu peux faire tout ce que tu veux aux gens. Donc ça, c'est un truc que vendent beaucoup les sophistes, hein, l'idée que le pouvoir de la parole est tel qu'on peut faire n'importe quoi. Donc justement, si on prend Gorgias, on a un texte de Gorgias, je le mettrai sur le Moodle, il fait 2 pages, il est intéressant à lire. Il nous reste un texte de Gorgias qui s'appelle L'éloge d'Hélène, si vous avez déjà entendu parler. C'était un texte qu'apparemment il faisait circuler pour montrer à quel point il était bon. C'est une sorte de flyer, si vous voulez, d'exemple pour comment il était bon.
C'est un texte dans lequel il défend Hélène de Troie en disant non, non, elle n'est pas du tout responsable de la guerre de Troie. Alors ça vous paraît peut-être pas une thèse folle, mais à l'époque, c'était quand même assez admis que vraiment, c'était un peu la faute d'Hélène. En plus, c'est une femme, donc forcément, c'est sa faute. Et en gros, l'argument de Gorgias dans l'éloge d'Hélène, c'est la chose suivante, c'est voilà, Hélène a été enlevée par Paris et emmenée à Troie, et il y a quatre raisons, parmi les raisons qui ont pu la pousser à suivre Paris, il y a quatre solutions exclusives. Soit c'est les dieux qui l'ont poussée à suivre Paris. Dans ce cas-là, elle n'est pas responsable, on ne peut pas résister aux dieux. Soit Paris l'a emmenée par la force. Dans ce cas-là, elle n'est pas responsable parce qu'elle était plus faible que Paris, elle n'a pas pu suivre. Soit c'est l'amour. Et l'amour, c'est soit un dieu, donc on retombe dans le cas numéro 1, elle n'est pas responsable, soit, plus probablement, c'est une sorte de maladie mentale, donc elle n'est pas responsable. Voilà, donc c'est le troisième truc. Et ce qui est important dans le texte, la solution, en fait, la troisième solution, parce que l'amour, c'est la quatrième, la troisième solution qu'envisage Gorgias, c'est peut-être, sur laquelle il passe plus de temps, c'est peut-être que Paris l'a convaincu avec des mots. Alors, on dit oui, 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 c'est probable. Et là, Gorgias mais si c'est le cas, elle n'est pas responsable, car les mots ont une toute puissance, c'est comme une drogue qui envahit l'esprit. Vraiment, il décrit le truc comme ça, quoi. Donc, il vend aussi son métier quand il fait ça, c'est vraiment l'idée que les mots sont tout puissants et on peut faire tout ce qu'on veut avec les mots. Alors, c'est un truc sur lequel Platon est très, très, très circonspect dans l'œuvre de son œuvre, dans son œuvre, on va voir, il ne croit pas vraiment à cette idée qu'on peut faire croire tout et n'importe quoi aux gens avec la rhétorique. En fait, c'est beaucoup plus limité. En tout cas, la Gorgias, qui est un personnage réel, mais là représenté par Platon, défend à peu près ce qu'il défend dans ses écrits, l'idée qu'avec les mots, on peut faire n'importe quoi aux gens. Et là, quand même, à la fin, il a un truc, oui, mais attends, si un de mes élèves fait vraiment n'importe quoi, c'est pas ma faute, parce que moi, je leur apprends qu'il faut s'en servir qu'avec justice. Donc, si jamais il y a un type qui a appris la rhétorique à mon sujet auprès de moi, et après, avec ça, il fait des choses terribles, voilà, moi je décline toute responsabilité parce que j'ai bien précisé en petit caractère quand je l'ai enseigné, utilise ça uniquement avec justice et circonspection. Donc voilà, je ne suis pas responsable. Donc il y a une sorte de peu de double discours. Voilà, on vend ça aux élèves en disant oui, oui, avec ça vous pouvez faire n'importe quoi. Et quand même pour l'image publique, on dit oui, mais on leur apprend à s'en servir avec modération et justice quand même. C'est pas n'importe quoi. Et du coup, Socrate dit, mais du coup, si ton élève tu lui apprends à user de la justice, à user de la rhétorique avec justice, bah, c'est peut-être qu'il faut que tu lui apprennes ce que c'est la justice quand même. Là, donc Gorgias dit, bah oui, ce qui est un peu contradictoire avec ce qu'on disait avant déjà, l'idée que le rhéteur parle de la justice sans forcément en parler. Et là, bon, Socrate défend une thèse très socratique, qui est assez douteuse pour la plupart des gens, mais qui est une thèse socratique, l'idée que si on sait ce qui est juste, alors on fera forcément ce qui est juste. Donc là, peut-être que vous étiez moins convaincu à ce moment du livre, parce que plus Socrate ne rentre pas pour l'instant trop dans la définition de là. C'est voilà, si on a appris ce qu'était la justice, on a la justice, et donc on est juste. Donc forcément, je ne comprends pas, Gorgias, pourquoi tu me dis que tu déclines toute responsabilité sur le comportement de tes élèves, parce que tu leur dis, je les préviens d'utiliser la rhétorique avec justice, pour ça, je leur apprends ce qu'est la justice, et donc, vu que les gens qui savent ce qu'est la justice ne peuvent pas se comporter injustement, selon Socrate, finalement, tu devrais être tranquille. Tes élèves ne se comporteront jamais de façon injuste, parce que tu leur as enseigné la justice. Et donc, finalement, s'ils se comportent de façon injuste, c'est que tu leur as mal enseigné la justice, et donc c'est ta faute. Voilà, ça nous crée le sujet, le truc, ce que défend Socrate, en disant, voilà, je ne comprends pas très bien ce que tu dis là, Gorgias. Donc là, Gorgias est confondu, forcément, parce que c'est un dialogue de Platon, Socrate gagne. Et là, il se trouve qu'il y a un premier disciple ou fan, si vous voulez, de Gorgias qui intervient, qui s'appelle Polos. Et en gros, l'idée, c'est que le dialogue progresse en fait par... Il y a une progression dans le dialogue, c'est qu'on a une vision de plus en plus honnête et de plus en plus extrême, selon Platon, de ce qu'est vraiment la rhétorique et les sophistes. C'est-à-dire Gorgias est un personnage public, il se drape bien sûr dans l'idée que, bien sûr, je n'apprends pas aux gens à faire n'importe quoi. Et là, on a déjà Polos qui dit, non mais, Gorgias ne dit ça que par pudeur. L'idée qu'il apprend la justice à ses élèves. En vrai, on sait tous que ce n'est pas le cas. On sait que le but de la rhétorique, c'est d'enseigner à triompher dans les débats. Il a dit ça juste pour l'image qu'il enseignait la justice. Mais là, on est entre personnes sérieuses, on sait que ce n'est pas du tout le cas. Donc, tu as triomphé trop facilement. Il dit vraiment, Socrate, tu as triomphé trop facilement de Gorgias en jouant
sur sa pudeur, c'est-à-dire son sens de ce qu'on peut vraiment dire en public ou pas. Mais voilà, si on va un peu plus en profondeur, on sait que ce n'est pas une vraie objection à la rhétorique. Et Polos, comme dit, voilà, maintenant, tu as assez posé de questions, Socrate, c'est moi qui vais t'interroger. C'est moi qui t'interroge. D'ailleurs, c'est ce que font les sophistes en général. Hein. C'est eux qui interrogent les autres pour les mener dans leur piège. Et il dit, voilà, tu as interrogé Gorgias sur ce qu'était la rhétorique, mais moi, je t'interroge, Socrate, qu'est-ce que c'est la rhétorique selon toi? Et là, Socrate balance un truc, il dit, voilà, c'est une forme de flatterie. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est une thèse qu'on retrouve plusieurs fois chez Platon et qui est très importante. Comme je vous ai dit, l'idée générale que vendent les sophistes, pas uniquement dans les dialogues de Platon et dans leurs écrits, c'est ça. Si vous savez bien parler, vous pouvez tout faire croire. Vous êtes maître du public. La thèse de Platon, c'est non, c'est absolument pas le cas. La rhétorique, quand elle fonctionne, c'est parce que vous dites aux gens ce qu'ils veulent déjà entendre. C'est comme ça que vous triomphez politiquement. Vous dites aux gens ce qu'ils veulent entendre. C'est une forme de flatterie. Ce que dit plus ou moins Platon dans la plupart de ses dialogues, il n'y a aucun type qui est assez bon en rhétorique et qui pourrait arriver devant la foule en leur disant « Ok, on va augmenter vos impôts, ouais !» Voilà, c'est ça. Non, mais vraiment, c'est ça. Oui, effectivement, la rhétorique, c'est pas le pouvoir de faire croire tout ce qu'on veut avec les mots, ça n'a jamais existé. C'est le pouvoir de flatter les gens en leur disant ce qu'ils veulent entendre. Hein. L'exemple, sans prendre de parti politique, juste en restant en rhétorique, par exemple, on va vous vendre que Donald Trump est un grand tribun qui arrive à se gagner la confiance des foules, et c'est vrai, c'est vrai. Mais est-ce que c'est vraiment ses talents rhétoriques et linguistiques? Ou est-ce que c'est parce qu'il a une certaine sensibilité à ce que les gens veulent entendre? Hein, c'est plus ça l'idée. Donc vraiment, la thèse de Platon, c'est non, les sophistes ne sont pas des maîtres du langage, ils sont avant tout des maîtres de la flatterie, hein, de prendre le public, de brosser le public dans le sens du poil. Et donc il dit, voilà, en fait, il fait toute une division que vous n'avez pas à apprendre, que j'ai toujours trouvé très drôle, parce que je suis sûr que dans le contexte de l'époque, ça a un vrai intérêt, mais ça paraît toujours hyper bizarre quand on la lit, et il dit, voilà, de la même façon que pour le corps, il y a les vrais arts, la gymnastique pour entretenir le corps, et la médecine pour le soigner quand il y a un problème, ben, on trouve des gens qui se substituent à ces gens-là, mais qui font que flatter les gens. Par exemple, on dit, voilà, vous voulez être en bonne santé, faire de la gymnastique. Mais il y a des gens qui vont dire non, non, il suffit de bien s'habiller, de mettre du maquillage pour avoir l'air bien, se rosir un peu les joues pour avoir l'air frais. Et ça, c'est l'équivalent du sophiste. Hein. En gros, c'est la personne qui vous dit non, non, mais faites pas d'efforts, on va faire, payez-moi, puis sans vous demander de vraiment faire d'efforts de sport, je vais vous faire paraître correctement. Alors celui-là, il est hyper bizarre, c'est vraiment très bizarre. C'est la médecine, elle vous soigne en vous donnant des trucs dégueulasses. Mais il y a la personne qui dit non, mais écoute pas les médecins, moi je vais te donner un truc qui est très très bon. Et comme ça a un goût bon, ça va être bon pour toi. Je ne sais pas qui a vraiment pensé ça une fois dans sa vie, mais c'est un peu bizarre. Il dit voilà, c'est pareil pour l'âme. Hein, ce qui permet de garder l'âme en bonne santé, c'est le respect des lois, la législation. Et ce qui permet de restaurer l'âme dans sa bonne santé quand elle est malade, c'est la punition par le droit pénal. C'est la peine qui est réparatrice. Et il dit voilà, bah, il y a des gens qui sont des sophistes, il y a des gens qui sont des flatteurs. Par exemple, le sophiste, lui, ne cherche pas à faire les lois les meilleures pour garder votre âme en bonne santé, mais à vous convaincre de faire les lois qui vous plaisent. Et la rhétorique, comme ça qu'il fait la distinction entre sophistique et rhétorique, et la rhétorique, comme elle est surtout utilisée dans les tribunaux, c'est celle qui vous dit non, non, il ne faut pas que tu sois puni quand tu as fait quelque chose de mal, il faut que tu t'en sortes en parlant bien, etc. C'est un peu bizarre ce passage-là, je passe un peu dessus, mais vraiment cette théorie, c'est ça, c'est le rhéteur n'est pas un maître de la foule, c'est un flatteur en fait. Hein. Il ne gagne que parce qu'il dit à la foule ce qu'ils veulent entendre. De la même façon que si les gens arrêtent de faire de la gymnastique à l'époque pour plutôt se consacrer au maquillage, à la toilette, aux beaux vêtements, c'est parce que c'est plus facile et plus plaisant. Mais les vrais Athéniens, eux, ils font du sport tous les jours pour se maintenir en forme. Oui. Alors là, son idée, c'est que fait cette distinction de la sophistique, c'est plus ce que vous allez utiliser dans la vie politique normale pour décider quelle loi on va voter, hein, quelles sont les lois qui organisent la cité. Et la rhétorique, il en fait la version flatterie du droit pénal, en disant que la rhétorique, c'est ce qu'on va utiliser surtout dans les tribunaux pour s'en sortir. Enfin, mais c'est pas du tout une distinction qui est faite à l'époque, c'est pas du tout une distinction qui est reprise dans d'autres dialogues, c'est juste dans le courant de cette conversation-là, il y a ça. Et voilà, c'est à peu près cette distinction-là qui fait. Donc, vous pouvez imaginer que Polos est très vexé, parce que Polos fait partie de cette jeunesse qui va apprendre auprès des rhéteurs et des sophistes à parler pour triompher en politique et devenir le chef, quoi, hein, avoir de l'influence, devenir un homme influent, et lui dire que bon, finalement, ce qu'il fait, c'est de la flatterie. Il faut bien voir que la flatterie, c'est pas un terme flatteur, justement. Hein. La personne qui flatte les autres, c'est celle qui est faible, qui a besoin de flatter.
Si on est fort, on n'a pas besoin de flatter. Hein. Polos, lui, il va être fort, quoi. Donc il est très vexé et il dit non, mais c'est n'importe quoi ce que tu dis. C'est clair que la rhétorique, ça ne peut pas être une flatterie parce que on est d'accord que les rhéteurs, c'est ceux qui ont le plus de pouvoir, justement. C'est ceux qui triomphent en politique, c'est ceux qui dirigent. Si c'est eux qui sont les chefs, comment ils peuvent être des flatteurs? Les flatteurs, c'est la faiblesse. Hein. Vous voyez comment est le problème. Donc là, Polos est très déconfit et Socrate lui dit mais attends, est-ce qu'ils ont vraiment un grand pouvoir? Qu'est-ce que c'est avoir un grand pouvoir? Et ils en arrivent à l'idée que finalement, c'est pouvoir faire ce que l'on veut. Ok. La preuve qu'on est puissant, c'est qu'on peut faire ce qu'on veut. Hein. Si vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez, c'est que vous avez des limites, des gens qui vous contraignent, donc vous n'êtes pas assez puissant. Et là, les deux sont hyper d'accord. Il faut, ouais, très bien, très bien. Et après, Socrate va lancer ce débat. Il dit, mais justement, la preuve que les rhéteurs, ceux qui triomphent en politique par la rhétorique, ne sont pas les plus puissants, c'est qu'ils ne font pas ce qu'ils veulent, par cette définition. Hein, donc c'est vraiment ce dialogue. Qu'est-ce que tu dis? La rhétorique est à ton avis la même chose que la flatterie? Je dis seulement qu'en est une partie. Et quoi, Paulus? À ton âge, tu manques déjà de mémoire. Que sera-ce donc quand tu seras vieux? Te semble-t-il que dans les États, les bons orateurs soient regardés comme de vils flatteurs? Eh bien, je te dis que ce sont deux questions, et je vais te satisfaire sur l'une et sur l'autre. Je soutiens, Paulus, que les orateurs et les tyrans ont très peu de pouvoir dans les villes, comme je disais tout à l'heure, et qu'ils ne font presque rien de ce qu'ils veulent, quoi qu'ils fassent ce qui leur paraît plus avantageux. Mais n'est-ce point là avoir un grand pouvoir? Non. Moi, je prétends cela, c'est tout le contraire. Alors, non à ce que prétend Polos, hein, donc c'est toujours toi, c'est toi-même qui vas être d'accord avec moi, c'est pas moi qui le dis. Si tu regardes dans ton âme, tu vas voir qu'en fait, c'est toi qui penses ça et pas moi. Oui. Alors, c'est toujours dur à savoir qu'est-ce qui est une restitution de ce qu'aurait dit Socrate et ce qui est de la part de Platon. C'est toute la question, il y a plein de débats là-dessus. Voilà, donc je peux. Alors, c'est pas forcément parce qu'il met quelque chose dans la bouche de Socrate que Socrate aurait été d'accord. Hein. Parce que dans les dialogues. Ah oui, ce que dit Socrate, c'est le porte-parole de Platon dans la quasi-totalité des dialogues. Il y a juste deux dialogues dans lesquels c'est quelqu'un d'autre, mais sinon c'est toujours Socrate. Alors, du coup, voilà, c'est ce premier extrait que je vous ai demandé de lire. Donc Socrate va essayer de montrer que les orateurs, même s'ils ont effectivement la confiance de la foule, même s'ils peuvent s'en sortir dans les procès, même s'ils peuvent faire apparemment ce qu'ils veulent, ne font pas ce qu'ils veulent. Et Socrate dit, voilà, il faut introduire une première distinction, c'est celle entre faire ce qu'on veut vraiment et faire ce qui nous semble plus avantageux. C'est la première distinction qu'il introduit. Voilà. Paulos dit, ne viens-tu pas d'accorder que les orateurs font ce qu'ils croient le plus avantageux pour eux? Oui, oui, je le répète tout à fait, ils font donc ce qu'ils veulent, je le nie. C'est différent de faire ce qu'on veut et de faire ce qui nous paraît le plus avantageux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, l'idée, c'est qu'en fait, ça joue sur une distinction qu'on a déjà plus ou moins vue. Hein. Vous vous rappelez la distinction entre valeur instrumentale et valeur finale. Et l'idée de Platon, c'est qu'il faut vraiment. Alors, il ne dit pas comme ça, mais c'est qu'il faut vraiment distinguer les choses qu'on veut vraiment et les choses qu'on veut parce qu'elles nous permettent d'atteindre ce but. Hein. Voilà, par exemple, ce que dit Socrate, c'est juges-tu que les hommes veulent les actions mêmes qu'ils font habituellement ou la chose en vue de laquelle ils font ces actions? Par exemple, ceux qui prennent une potion de la main des médecins, veulent-ils à ton avis ce qu'ils font, c'est-à-dire avoir une potion et ressentir la douleur, ou bien veulent-ils la santé en vue de laquelle ils prennent la médecine? Il est évident qu'ils veulent la santé en vue de laquelle ils prennent la médecine. En gros, si vous prenez un traitement douloureux ou très pénible pour guérir, ce que dit Platon, c'est ce que vous voulez. Ce n'est pas vraiment subir un traitement douloureux et pénible. Ce que vous voulez, c'est survivre, guérir. On est d'accord, tout le monde voit ça. Le traitement, vous le voulez uniquement parce que ça vous semble le meilleur moyen d'atteindre ce but que vous voulez vraiment, qui est la santé. Ça va, cette idée-là, je pense que c'est assez bien. Donc, ce que va dire Platon, c'est très simple. C'est de dire que finalement, on fait ce qu'on veut uniquement dans la mesure où les choses qu'on désire nous amènent vraiment ce qu'on veut. Imaginons par exemple que je vais passer un week-end à, je sais pas, embrasser des arbres et toucher des cristaux parce que je pense que c'est comme ça que je vais récupérer l'audition. Ok. Et j'ai très envie de le faire parce que je suis persuadé que c'est comme ça que je vais récupérer l'audition. Ce que dirait Platon, c'est ce que je veux vraiment, c'est récupérer l'audition. Le fait d'aller faire ce stage où j'embrasse des arbres et je touche des cristaux, ça me paraît avantageux uniquement parce que je crois que ça va m'apporter le but de la guérison.
Mais maintenant, finalement, si j'obtiens, disons que les places au stage sont très, très, très sélectes, hein, donc il faut vraiment se battre et s'inscrire pour les avoir, j'obtiens ma place au stage, est-ce que finalement j'ai obtenu ce que je voulais? Si on suppose que, effectivement, en fait, ça ne va pas me rendre l'audition. Voilà. Partons du principe que ça ne me rend pas l'audition. Ce que dit Platon, c'est non. En fait, en obtenant ma place à ce stage, comme, cette place-là, je la veux uniquement parce que je crois qu'elle va me permettre de guérir, mais qu'en fait, ça ne me permet pas de guérir, j'obtiens ce qui me semblait avantageux, mais j'obtiens pas vraiment ce que je veux. Est-ce que vous voyez la différence? Ce que je veux vraiment, c'est guérir, c'est retrouver l'audition. Ok? Ce qui me semble avantageux, ce qui me semble désirable, c'est avoir une place dans ce stage, parce que je pense que ça va me rendre l'audition. Si j'obtiens une place dans ce stage, j'obtiens ce qui me semble avantageux, mais j'obtiens pas ce que je veux. Est-ce que vous voyez vraiment la définition, la distinction entre les deux? Donc voilà, donc en gros, c'est la distinction entre désirs finaux et désirs instrumentaux. Et ça, c'est une précision qui, encore aujourd'hui, est importante. En général, je vous ai défini la théorie de la satisfaction des désirs comme notre vie est d'autant meilleure qu'on remplit le plus de désirs possible, mais c'est évident que tous les désirs ne comptent pas. Finalement, c'est notre vie est d'autant meilleure que on remplit le plus de désirs finaux. Hein. C'est-à-dire que si je satisfais des désirs instrumentaux, mais que finalement, il ne me permet pas de satisfaire mon désir final, ça n'a pas de valeur. Imaginons par exemple que, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme exemple? Imaginons que j'essaye que je me bats pour acquérir un objet parce que je pense que c'est un objet de connexion que je pourrais vendre contre une grande somme. Ce que je veux, c'est de l'argent. J'arrive, après beaucoup d'efforts, à acquérir cet objet. Et en fait, je me rends compte qu'il n'a aucune valeur. Ben, le fait que j'ai réussi à acquérir cet objet, j'ai réussi à satisfaire un désir instrumental d'avoir cet objet, mais ça n'augmente pas la qualité de ma vie, selon la théorie de la satisfaction des désirs. C'est uniquement si ça satisfait des désirs qui ont une valeur intrinsèque. Est-ce que vous voyez vraiment la différence un peu subtile? Mais par exemple, si, imaginons que je veux assister à un concert, je ne sais pas de quel. Voilà, imaginons que Bernard-Henri Lévy donne un concert demain à Genève. Les tickets sont très chers. Je me démène pour avoir le ticket. Donc j'ai réussi à satisfaire mon désir d'avoir le ticket. Mais imaginons que entre le moment où j'ai le ticket et au moment où le concert doit avoir lieu, Bernard-Henri Lévy meurt écrasé par une météorite. Alors le fait que j'ai réussi à obtenir ce ticket n'augmente pas la qualité de ma vie parce que finalement, il n'a servi à rien. Oui. Donc c'est vraiment là-dessus que joue l'argumentaire de Socrate, c'est il faut distinguer les choses qu'on veut pour autre chose et les choses qu'on veut vraiment. Et ce qui rend la vie bonne, c'est avoir les choses qu'on veut vraiment, pas juste les choses qui nous semblent avantageuses parce qu'elles nous permettent d'avoir autre chose. Oui? Bon, ça met à l'abri d'un fait que personne que vous avez dans Alors l'idée, c'est que par exemple, il y a des cas où c'est des désirs finaux qui sont satisfaits, au moins dans les théories contemporaines. Quelqu'un qui défend la théorie de la satisfaction des désirs vous dira, voilà, si vous prenez un médicament pour faire passer un mal de tête, et que le mal de tête passe, ça c'est quelque chose que vous souhaitiez pour lui-même, pas pour autre chose. Donc là, vous avez un désir final qui est satisfait, celui de ne plus avoir mal à la tête. Il y a quand même des cas où c'est clair que votre désir est satisfait. La chaîne se termine là, si vous voulez. Est-ce que ça va? Et du coup, dans les cas comme le concert. Voilà, dans les cas où c'est un désir instrumental qui est satisfait, tant que vous n'êtes pas allé jusqu'au bout et que vous n'avez pas satisfait le désir final qui est au fond, à la fin de la chaîne, du point de vue de la théorie de satisfaction des désirs, votre vie n'est pas meilleure parce que vous avez obtenu ce ticket ou des choses comme ça. Il faut. Ça sera meilleur ou Exactement, c'est ça. Parce que si ce truc-là n'avait de la valeur que parce qu'il allait servir à quelque chose et que finalement il ne sert à rien, bah, il n'a aucune valeur. faut admettre que c'est pas forcément on peut se tromper. Quoi. Ah oui, c'est ça. Ben, c'est tout le point de Socrate, justement. C'est l'idée de temps en temps, on veut quelque chose parce qu'on pense que ça va nous servir à quelque chose, et finalement, ce n'était pas le cas. Et c'est justement là-dessus que repose l'argument de Socrate ici. Voilà, ce que dit Socrate. Alors, Socrate, il défend une thèse que vous allez reconnaître très facilement parce qu'elle était chez son élève. Il dit finalement, c'est quoi qu'on désire vraiment? Qu'est-ce qu'on veut? C'est quoi le but ultime de nos désirs? C'est le bien. Alors, on ne parle pas encore de souverain bien, mais il y a vraiment cette idée chez Socrate que ce qu'on veut, c'est le bien. Tout ce qu'on fait, on le fait en vue du bien. Donc finalement, les choses n'ont de valeur instrumentalement que parce qu'elles nous permettent d'obtenir le bien, qui est la chose qui a une valeur finale. Est-ce que vous voyez comment ça fonctionne? Et donc, ce que défend Socrate, c'est je peux faire tout ce qui me semble bon, mais si ces choses qui me semblent bonnes ne me permettent pas effectivement d'obtenir le bien, alors j'obtiens pas ce que je veux. Imaginons par exemple qu'un orateur zigouille tout le monde, tous les gens qu'il n'aime pas dans sa cité. C'est l'exemple que va prendre Socrate, hein, c'est pas moi.
qui est des pulsions de mort. Voilà, imaginons que vous êtes un orateur, vous avez pris le pouvoir dans votre cité, vous tuez tous les gens qui ne vous plaisent pas, vous prenez toutes les richesses. Socrate dira, oui, mais finalement, vous faites toutes ces choses-là parce qu'elles vous semblent bien, mais si elles ne nous amènent pas effectivement au bonheur, au bien, hein, au bien, alors ben, elles n'ont aucune valeur. Et donc, vous ne faites pas ce que vous voulez en faisant ça. Oui. Oui, oui, clairement, là, il y a des traces. Déjà, il y a déjà, en fait, si vous regardez dans le dialogue, il y a déjà cette trace dans de distinction entre les choses qu'on veut par elles-mêmes, les choses qu'on veut complètement instrumentalement. Donc là, c'est clair que même si la formulation d'Aristote et le terme souverain bien est celui qui est resté, en fait, tout est déjà plus ou moins ici, quoi. Dans le Gorgias, on retrouve les mêmes idées. Ouais. C'est juste, c'est pas formalisé de la même façon que chez Aristote et aussi explicitement, mais les idées sont déjà ici. Bon, est-ce que vous comprenez où est-ce que je vous ai complètement perdu? Vraiment, l'idée, c'est pour Platon, on vise le bien. Des fois, on fait des choses qui nous semblent bonnes parce qu'on pense qu'elles vont nous apporter le bien. Mais si finalement les choses qu'on fait ne nous ont pas apporté le bien, on a fait ce qui nous semblait bon, mais on n'a pas fait ce qu'on voulait vraiment, qui était obtenir le bien. Ça va? Oui? Bah, on va voir que justement, selon Socrate, c'est tout à fait implausible. Parce que ça dépend ce que vous appelez le bien. Si le bien, c'était le plaisir, on pourrait dire oui, ben, ça lui a fait plaisir de tuer tout le monde. Mais pour Socrate, le bien n'est pas le plaisir. Donc, ça ne marche pas comme ça. Il faut voir ce qu'est le bien, justement, pour voir si vous divulguez tous les gens qui ne vous aimez pas, ça peut vous aider à trouver le bien. Ça va être là-dessus que porte le débat juste après, justement. Oui? Alors, on va en parler beaucoup aujourd'hui. Toute la question, et une des raisons pour laquelle la plupart des arguments que va donner Socrate sont très durs à traduire aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de distinction. Alors moi, aujourd'hui, je vous ai dit, on distingue entre le bien prudentiel, c'est ce qui est bon pour moi, pour ma vie, puis le bien moral, ce qu'il faut faire. Le bien, le terme qu'utilise Platon ici, et le terme qu'utilisent aussi d'autres Grecs, en fait, réunit tout ça. Il n'y a pas de distinction entre le bien moral et le bien pour moi. Il y a le bien, c'est une seule catégorie, et il n'y a pas de subdivision. Je vais vous donner des exemples, c'est très visible dans certains arguments qui vont être présentés. Oui? Ah, pardon. Oui. Alors, non, enfin, on va voir, il en parle un peu plus tard, mais pour lui, le problème, c'est pas tant la frustration que le fait de ne pas avoir ce que vous voulez. Mais on va parler de la frustration juste après. Mais bon, Socrate, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que ce qu'on veut, c'est le bien, et rien que le fait de ne pas avoir ce qu'on veut, c'est déjà triste, quoi, si vous voulez. C'est déjà mal. Oui? Maintenant, il y a les deux listes. On va dire boire, fumer, par exemple, sortir et une liste de débauche comme ça. Et je pense que c'est bien, parce que c'est un plaisir et puis Oui. ça me fait du bien. Mais éventuellement, finit par être malade, avoir un cancer, Mhm. des choses mauvaises sous la peau, etc. Bah, du coup, c'est un plaisir qui va bien. Voilà, exactement. C'est à peu près l'idée pour Socrate. C'est si on considère que la santé fait partie du bien, ce qui est à peu près admis par Socrate, hein. Par exemple, dans la République, il dit c'est vraiment une des choses qui ont une valeur intrinsèque, c'est la santé. Ah, c'est une partie du bien. Alors finalement, si vous faites toutes ces choses-là, vous ne faites pas, vous faites ce qui vous semble bon sur le moment, mais vous ne faites pas ce que vous voulez vraiment. Bien comme étant, parce que Le mauvais jugement. personne fait vraiment le bien. Enfin, je veux dire, dans ce monde, en tout cas, c'est vraiment rare de trouver des gens qui. Alors, on n'est pas sur un bien qui est purement moral, c'est aussi ce qui est bien pour moi. Comme je le dis, c'est. Alors, pour Socrate, c'est une erreur de jugement. En gros, alors ça, c'est un débat sur lequel on ira plus vite. On pourrait se dire peut-être que les gens savent ce que c'est le bien et le font pas parce qu'ils n'ont pas assez de contrôle. Mais la thèse socratique principale, même s'il y a d'autres livres dans lesquels Platon change d'avis, c'est en général, si vous savez ce qu'est le bien, vous ne pouvez que faire le bien. C'est pour ça que tout à l'heure, il disait, si vraiment, Gorgias, tu avais appris ce qu'était la justice à tes élèves, alors il serait juste, en fait. Donc pour Socrate, il y a l'idée que ça vient d'une erreur de jugement. Ou alors, il y a cette phrase très célèbre de Socrate qui est personne ne fait le mal intentionnellement, qui peut nous paraître bizarre, mais il faut vraiment le voir que mal, dans la phrase personne ne fait le mal intentionnellement. Par exemple, vraiment, si je prenais la phrase personne ne fait ce qui est mauvais pour lui intentionnellement, je pense que vous seriez moins étonné par cette phrase. Et il faut voir que la compréhension de la phrase personne ne fait le mal intentionnellement dans les textes de Platon, c'est un mix de ces deux phrases. Pour lui, on vise tous le bien, naturellement. Et voilà. Et donc, personne ne fait le mal, ce qui est mauvais, intentionnellement, parce qu'on a tous comme but le bien. Oui.
Pareil, pendant toute l'Antiquité, on verra aussi avec les stoïciens, il n'y a pas de distinction. Je vous ai introduit la distinction parce qu'elle est très importante dans le contexte actuel, mais il n'y a pas cette distinction entre d'un côté ce qui est bien moralement et ce qui est bien pour moi, hein. Il y a juste le bien. C'est une catégorie unifiée dans la philosophie antique. Ce qui, on va voir, rend assez dur de traduire un certain nombre de choses. C'est un monde différent. Il faut vraiment réussir à se mettre dans la tête que c'est une vision du monde assez différente. Et les catégories qui structurent la compréhension du monde ne sont pas exactement les mêmes que les nôtres. Oui. Va aider les gens à se comprendre eux-mêmes et à comprendre pourquoi j'ai envie de quelque chose de bien, mais moi-même, je suis incapable de faire quelque chose de bien. Alors, la valorisation du fait de se comprendre soi-même, alors on valorise beaucoup le fait de se comprendre soi-même aujourd'hui, l'introspection, tous ces trucs. C'est pas trop sur le radar des philosophes antiques, hein. Par exemple, il y a une phrase très connue de Platon qui est Connais-toi toi-même, hein, qui la met dans la bouche de Socrate, qui est surtout développée dans l'Alcibiade majeure. Mais si on regarde ce qui est développé juste après dans l'Alcibiade majeure, Connais-toi toi-même, ça veut dire comprends qu'en tant qu'être humain, tu es une parcelle du divin. C'est pas connais-toi toi-même individuellement, c'est connais ta nature. Oui, mais c'est pas de l'introspection, c'est pas moi-même. Et dans le sens, c'est pas dans le sens où aujourd'hui, quand on invite les gens à se connaître eux-mêmes, c'est quelque chose de plus individuel. Voilà, mais donc ça, c'est un côté plus général. Mais du coup, il n'y a pas de. Ça dépend ce que vous appelez comprendre, se connaître soi-même, en fait. Là, c'est connaître sa nature en tant qu'être humain. C'est pas connaître moi-même mes goûts. Bah, pas dans l'Antiquité. Clairement pas, et encore moins au Moyen Âge. Je vous jure que c'est des considérations qui se développent indépendamment. Vraiment, l'individualité n'est pas valorisée, hein. Comme je vous disais, par exemple, chez Aristote, l'idée, c'est que si on était tous parfaits, on serait tous pareils. L'individualité est une imperfection chez Aristote. Ça sera aussi dans la métaphysique du Moyen Âge. C'est pas quelque chose qui est valorisé, c'est le fruit d'une imperfection. Alors c'est très bizarre parce que chez nous, l'individualité est très valorisée, mais il faut vraiment voir, encore une fois, on est dans un mode de pensée très différent sur certains aspects. Oui. Quel ouvrage où Socrate parle du moi en tant que divinité? Alcibiade majeure, qui est, on en reparlera parce que c'est un ouvrage qui a beaucoup compté pour une autre école qui est le néoplatonisme. Voilà, donc en gros, là, bon, ça je vais le sauter parce que ça c'est plus des considérations techniques, j'y reviendrai à la fin si on a le temps. Donc voilà, pourquoi est-ce que l'homme injuste ne fait pas ce qu'il veut? Ben, principalement parce que pour Socrate, l'homme injuste, il fait ce qui lui semble bon, il a tout le pouvoir il a tout le pouvoir dans le monde, c'est le rhéteur qui dirige tout le monde comme Polos veut, hein, il peut tuer les gens qu'il n'aime pas, il peut obtenir tout ce qu'il veut, mais par Socrate, tout ce qu'il fait ne lui permet pas de satisfaire son désir final qui est d'obtenir le bien. Pourquoi? Ben parce qu'on va voir que pour Socrate, la vie d'homme injuste est fondamentalement incompatible avec le bien. Donc si vous êtes injuste, vous pouvez faire tout ce qui vous semble bon, mais en fait, vous ne pouvez pas obtenir ce que vous voulez, parce que le bien, c'est ce que tout le monde veut, et le bien est incompatible avec le fait d'être injuste. Alors vous allez me dire, c'est complètement évident, encore une fois, que l'injustice, c'est pas bien, mais rappelez-vous encore une fois que il faut comprendre le mot bien comme une catégorie plus large que le bien moral. Parce qu'effectivement, sinon, ça ne paraîtrait pas très débattable que l'injustice, bah, c'est pas bien. Mais là, rappelez-vous, hein, c'est le bien, c'est ce qui fait que votre vie est bonne. Alors, et là, Socrate défend une thèse très célèbre, qui est qu'il est meilleur de subir l'injustice que de la connaître, et que le bien consiste dans le fait d'être juste. Voilà ce que dit Socrate, hein. Oui, mon cher Polos, je l'ai dit de celui qui me met à mort injustement, et de plus, j'ai dit qu'il est digne de pitié. Pour celui qui ôte la vie justement à un autre, je dis qu'il ne doit point faire envie. Comment l'homme qui est injustement mis à mort n'est-il pas en même temps malheureux et à plaindre? Moins que l'auteur de sa mort, Polos, et moins encore que celui qui a mérité de mourir. L'idée, c'est que c'est pire d'être injuste que de subir l'injustice. Encore une fois, l'idée, c'est que la thèse n'est pas triviale. Vous voyez que Polos s'étonne. Donc pire ici, ça ne veut pas dire plus moralement mal, hein. C'est pire dans une catégorie plus large. Et il va falloir quand même défendre cette thèse, hein. C'est quand même le problème. Oui. Parce qu'on n'a pas connu la justice. Alors, notre vie est meilleure. Je pense que c'est mieux de traduire vraiment notre vie est meilleure. Peut-être que c'est moins contre-intuitif que. Un calcul sur est-ce que notre vie est bonne ou pas, là, elle est meilleure que l'autre. Voilà. C'est ça. C'est mieux de mourir. Votre vie est meilleure si vous mourrez sous le coup d'une injustice que si vous vivez en commettant l'injustice. Le but de la vie, c'est le bien. Encore, comme je dis, c'est vraiment une catégorie qui est difficile à traduire, mais je pense qu'elle est mieux traduite par ce qui fait que votre vie est bonne que par juste le bonheur.
Est-ce que ça va comme ça? Quand il faut vraiment voir, ce que j'essaie vraiment de vous expliquer, je me répète énormément, c'est que vous ne pouvez pas traduire le terme de bien ici de façon unilatérale dans un terme que vous comprendriez naturellement aujourd'hui. Voilà. On le traduit forcément bien comme ça quand on traduit, mais c'est une catégorie qui ne colle pas exactement aux catégories que vous avez intuitivement aujourd'hui, si vous voulez. Oui. Alors, je ne suis pas sûr qu'on peut appeler ça un suicide, dans le sens où c'est une condamnation à mort. Alors, l'idée, je pense que partagerait tout Athénien, c'est que quitte à mourir, autant le faire avec classe et dignité que de le faire avec quelqu'un qui vous fout un entonnoir dans la bouche et verse la ciguë, quoi. C'est plus ça. Je ne sais pas à quel point on peut vraiment parler d'un suicide quand c'est une condamnation à mort et que c'est... Voilà. Alors, effectivement, c'est lui qui commet l'acte, mais clairement, l'idée, c'est que de toute façon, par exemple, la condamnation à mort de Socrate, il y a un dialogue qui s'appelle le Criton, j'en ai parlé avec d'autres la semaine dernière, un tout petit dialogue que vous pouvez lire qui s'appelle le Criton, qui se passe après l'apologie de Socrate, dans lequel il y a un des élèves de Socrate qui, en fait, a soudoyé le gardien de la prison et qui dit « Allez, Socrate, on se barre, j'ai un bateau, il est prêt, on part à l'étranger. » Et Socrate fait « mais non, parce que si je faisais ça, je violerais les lois d'Athènes, ce serait injuste, et il vaut mieux mourir juste que survivre en commettant l'injustice. » Donc, d'une certaine façon, il a décidé que sa mort devait être juste, si ça répond un peu à votre question. Oui, c'est le côté moral du bien. Parce que du coup, peut-être, quelqu'un ne va pas se sentir accusé d'avoir tué quelqu'un et donc de le faire moi-même. Voilà, il y a un composant, il y a une composante morale dans le bien, mais l'idée, c'est que c'est pas juste bien parce que c'est quelque chose que le Socrate doit aux autres, c'est aussi quelque chose qui se doit à lui-même. C'est sa vie est meilleure comme ça, en fait. C'est pas je sacrifie ma vie à la justice, c'est ma vie est de toute façon meilleure comme ça, en acceptant de mourir. Est-ce que ça donne une... Alors, donc l'argument de Socrate, on peut être résumé de la voie suivante. Avoir un grand pouvoir, c'est faire ce qu'on veut. Donc là, il était tombé là-dessus, elle est d'accord avec Polos. Faire ce qu'on veut n'est pas satisfaire n'importe quel désir, mais les désirs finaux. Hein, vraiment, le but, c'est atteindre le but ultime. Notre seul désir final, c'est celui d'atteindre le bien. Donc ça, c'est une thèse qu'on retrouve chez Aristote. Et le bien consiste dans le fait d'être juste. Donc l'homme injuste ne peut donc pas atteindre le bien. Donc l'homme injuste ne peut pas faire ce qu'il veut. Donc l'homme injuste n'a pas un grand pouvoir. Ça, c'est l'argument qu'il propose Apollos, si on le reconstruit. Et tout le problème, c'est le débat est là-dessus. En quoi le bien consiste dans le fait d'être juste? Parce que Polos, il n'est pas hyper d'accord quand même dans le texte. Alors, Socrate va donner des arguments qui sont voilà, pas toujours convaincants. C'est à vous de voir si vous êtes convaincu ou pas. Donc voilà. Il commence par demander à Polos de définir le bien. Alors voilà ce que dit Polos, c'est bien définir le beau, Socrate, que de définir comme tu le fais, ce qui est bon ou agréable. Là encore, il faut voir que le mot beau, quand il est traduit du grec, c'est pas forcément la même catégorie que chez nous. Parce que là, sinon, ça paraît très bizarre. Hein. Dire que le beau, c'est ce qui est bon ou agréable, je ne sais pas si c'est une définition que vous donneriez du beau comme ça, mais probablement pas, quoi. Oui? Ouais. Alors, il peut y avoir une sorte de récupération après, plus tard, il dit ça. C'est parce que vous compensez l'injustice, vous lavez l'injustice, si vous voulez. Ouais. Mais il faut repasser par une case de réparation, si vous voulez. Effectivement. Peut-être un peu rapidement dit comme ça. Mais je crois qu'à ce stade-là, ce n'est pas encore mentionné, cette question-là. Alors, voilà. Tout le monde s'accorde pour dire qu'on définit le beau comme ce qui est bon ou agréable. Voilà. Donc, Socrate dit, si donc il est plus laid de faire une injustice que de la recevoir, c'est parce que cela est plus fâcheux et plus douloureux, ou parce que c'est un plus grand mal, ou l'un et l'autre à la fois. N'est-ce pas encore une nécessité? Donc là, il y a deux choses avec lesquelles il a mis Polos d'accord. Ce qui est beau, c'est ce qui est bon ou agréable. Et au moins, Polos est d'accord pour dire que l'injustice, c'est laid. Dans le sens où il y a un côté qui va contre la pudeur, si vous voulez. C'est toujours très dur de traduire effectivement les idées. Mais au cœur de beaucoup de textes grecs antiques, il y a cette idée que le sens de la justice, c'est la pudeur, c'est la capacité à avoir honte. Un jeune bien éduqué, il devrait pouvoir avoir honte. Ça, c'est un marqueur dans beaucoup de textes grecs et dans ceux de Platon. La honte est quand même le signe que vous êtes bien élevé, que vous avez un sens de la justice. Donc, on définit le beau comme ce qui est soit bon, soit agréable, une disjonction. On dit l'injustice, c'est laid. Donc, ça veut dire que c'est soit pas bon, soit pas agréable, l'injustice. Vous voyez comment ça suit l'un de l'autre. Si le beau, c'est ce qui est bon ou agréable, alors l'injustice, si elle est laide, elle doit être soit pas bonne, soit pas agréable. Ok. J'en conviens.
Et ainsi, j'avais raison de dire que ni moi, ni toi, ni quoi que ce soit n'aimerait mieux faire une injustice que la recevoir, parce que c'est une chose plus mauvaise. Voilà, donc ça, c'est la conclusion qu'il en tire. Un autre argument, c'est ce que le patient souffre n'est-il même pas la même chose que fait l'agent? Voilà ce que je veux dire. Si quelqu'un frappe, n'est-ce pas une nécessité qu'une chose soit frappée? Assurément. Et s'il frappe fort ou vite, que la chose soit frappée de même. Ainsi, celui qui est châtié lorsqu'on le punit d'une faute pâtit justement, apparemment. N'avons-nous pas avoué que tout ce qui est juste est beau? Donc là, c'est la défense du deuxième point, hein, c'est l'idée que, vu que c'est juste de punir quelqu'un, la personne qui est punie justement. Et comme on a vu que la justice, c'était beau, alors du coup, c'est que ça doit être bon. Voilà. C'est un peu ce genre d'argument. Alors, je ne sais pas à quel point vous êtes hyper convaincus, il y en a des un peu mieux plus tard. Mais ça joue beaucoup sur des catégories qui ne sont pas exactement les nôtres. C'est pour ça que ça peut sembler un peu bizarre quand vous lisez les arguments. Vraiment, le terme beau en grec, souvent quand nous on parle du beau, on pense à quelque chose d'esthétique. Mais en fait, on peut le comprendre parce qu'on utilise le mot beau pour quelque chose d'autre, pour plein d'autres choses. Par exemple, si une action est morale, on peut dire qu'elle est belle. Et on touche plus au sens de beau qu'on a ici, quoi. Par exemple, si quelqu'un fait un truc vraiment hyper talentueux, genre quelque chose qui demande vachement de talent. Imaginez, je sais pas, dans votre sport préféré, le sportif fait un move incroyable, vous pouvez dire, oh mon Dieu, c'était beau, quoi. Hein. Et là, on touche aussi plus à la catégorie grecque, quoi. Vraiment, beau, c'est pas juste l'esthétique, quoi. C'est vraiment tous ces trucs-là qui évoquent une certaine sentiment d'admiration, si vous voulez. Peut-être qu'on pourrait traduire par admirable, plutôt beau ici, quelque chose comme ça. Oui. Ouais. De quoi? Ça, c'est moins 4e siècle avant Jésus-Christ. Ah, la traduction. La traduction, alors ça dépend. Si vous avez celle-là, que j'ai gardée dans les slides, parce que c'est la première que j'avais, c'est 19e. Je vous en mets une plus récente, normalement, sur le Moodle. Si vous n'avez pas lu celle-là, mais que vous avez lu l'autre, le texte entier, si vous avez lu le texte entier, ça c'est beaucoup plus récent. Mais je vous jure que ce n'est pas un problème de comment ces catégories sont comprises au 19e. Parce que quand vous lisez de la philo du 19e, beau, il n'est pas défini comme ça. Si vous lisez Kant, en 19e, on est post-Kant, le beau, c'est pas moral, c'est pas prudentiel. Il y a une distinction qui est très bien faite, en général. Voilà, donc l'argument de Socrate en faveur de la thèse, il est difficile à comprendre pour nous, parce que pour nous, ça ressemble à une confusion entre les valeurs morales et les valeurs esthétiques. Par exemple, si on vous dit qu'on va définir le beau, qui est une valeur esthétique, comme la conjonction de ce qui est soit agréable, qui est une valeur prudentielle, soit bon, qui a l'air d'être une valeur morale, on a un problème. Pour nous, tout ça, c'est des choses différentes. Mais il faut vraiment voir que, dans les termes de l'époque, ces catégories ne sont pas différenciées comme aujourd'hui. Donc, je ne sais pas à quel point vous avez été convaincu en lisant Platon, le Gorgias de Platon. Moi, c'est un dialogue que j'ai relu plein de fois parce que je l'aime bien. Mais il y a toujours ce sentiment, quand je lis Gorgias de Platon, quand j'arrive à la fin, je me dis, purée, c'était bien. Mais en fait, c'était quoi l'argument? Je sais pas si vous avez ce truc-là. J'étais super convaincu pendant que je lisais, mais finalement, j'aurais quand même assez de mal à restituer exactement ce qui m'a convaincu. Je sais pas si vous avez ce truc-là. Je pense que c'est dû en partie à ce décalage, en fait. Voilà, donc là, c'est la fin du deuxième dialogue, c'est là où je voulais arriver. On est à la fin de la première heure, il faut se presser. Donc il y a vraiment cette idée que là, Apollo s'est confondu, il a accepté, à partir de prémices qu'il a acceptées, il a accédé que finalement, bah, commettre l'injustice, c'était laid, et que donc si c'est laid, c'est que c'est soit ni agréable, soit ni bon. Donc en général, c'est pas forcément désagréable de commettre l'injustice, donc ça doit être pas bon, voilà. Et il a accepté que bah, punir les gens, c'est quelque chose de juste, donc les gens qui sont punis le sont de façon juste. Et comme le juste, on a vu que c'était que c'était quelque chose qui était beau, c'est que ça doit être aussi bon ou agréable, donc ça doit être bon. Hein, vraiment ça les arguments. Donc là, Apollo s'est un peu convaincu. Et là, il y a un personnage qui est très intéressant, qui semble approcher de l'idée que peut-être il faudrait distinguer plusieurs trucs, mais qui n'y arrive pas vraiment parce que c'est l'Antiquité. Mais on sent qu'il est sur un truc de notre point de vue. Et ce personnage-là, c'est Calliclès. Donc Calliclès, c'est un personnage qui est vraiment fascinant et important, que les interprètes de Platon aiment beaucoup, mais c'est aussi un des personnages les plus intéressants en fait dans les dialogues de Platon. Parce que comme je vous ai dit, en général, dans les dialogues de Platon, les dialogues de jeunesse, c'est souvent des sophistes complètement idiots qui se font avoir. Les dialogues de vieillesse, c'est plutôt Socrate discute avec des jeunes Athéniens qui sont des gens sérieux. Et le Gorgias, on est dans cette zone où Socrate discute avec des gens qui ne sont pas d'accord avec lui, mais qui sont loin d'être stupides. Calliclès, il n'est pas présenté comme quelqu'un d'idiot, hein, il est présenté comme quelqu'un d'assez radical. J'arrive. Hein. Et surtout, ce qui est très intéressant avec Calliclès, c'est que c'est un des deux personnages qu'on trouve dans les dialogues de Platon dont on ne sait pas s'il existe. Hein. L'autre personnage dont on ne sait pas s'il existe, c'est le type qui s'appelle l'étranger, qui apparaît dans les derniers dialogues. A priori, c'est un porte-parole de Platon, mais pas un type qui a existé. Mais Calliclès, c'est une énigme.
c'est un personnage, il a un nom, et on n'a pas d'autres traces historiques de son existence. Alors, plusieurs possibilités. Il a existé, et c'est juste qu'on n'a gardé aucune autre trace que le Gorgias de Platon. Deuxième possibilité, c'est un personnage imaginaire, mais pourquoi? Et là, il y a une interprétation que plusieurs personnes ont proposée de façon indépendante. Je crois que Alain, qui est un philosophe français, l'a proposé, mais on trouve d'autres personnes dans les interprètes anglophones qui l'ont proposé. Et je ne sais pas du tout si cette interprétation est vraie, mais je l'aime beaucoup. C'est un peu le truc, si, un peu, vous savez, il y a des films où vous ne savez pas ce qu'est la vérité, mais si vous interprétez le film de cette façon, ça devient plus intéressant. Bah, il y a un peu ça. Il y en a qui considèrent que Calliclès, ça pourrait être Platon lui-même. C'est-à-dire que Calliclès, c'est clairement un fils de l'aristocratie qui est hyper biberonné aux thèses des sophistes, qui est vraiment l'opposé de Socrate. Il y en a qui se demandent si ce qui rend le personnage de Calliclès si intéressant, c'est pas que Platon se représente tel qu'il aurait pu être s'il n'avait pas rencontré Socrate. C'est vraiment le fils aristocrate, l'enfant aristocrate avec des thèses hyper aristocrates élitistes qui défend la loi du plus fort. Et vraiment, il y a plusieurs personnes qui ont suggéré peut-être qu'en fait, ce qui rend ce personnage si réel, c'est que Platon se dit, voilà, ça c'est... quand j'étais un petit con, si j'étais resté un petit con, ça aurait donné ce personnage, et ce qui le rendrait si épais, quoi. Et je trouve que c'est une interprétation du texte, encore une fois, j'ai aucune idée si elle est vraie, mais qui rend le texte plus intéressant à lire, si vous regardez de ce côté-là. C'est vraiment, voilà, qu'est-ce que j'aurais pu être devenu si j'avais continué à suivre des idées plutôt sophistiques, par exemple, qui pouvaient être définies telles qu'elles pouvaient être défendues par Critias, qui faisait partie de la famille de Platon, et si j'avais pas rencontré Socrate lui-même. Et alors, Calliclès est encore plus radical que Polos. Il dit, vous rappelez, Polos avait dit, non mais, si Gorgias a perdu son débat contre Socrate, c'est parce qu'il n'a pas osé dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas, qu'en fait, bon, on s'en fout de savoir si la rhétorique s'est utilisée justement ou injustement. Et Calliclès dit, non, non, mais en fait, encore une fois, Polos a été trop pudique. Donc, il faut vraiment lâcher toute pudeur et il faut y aller. Tu n'as gagné de Polos que parce que tu l'as amené à confondre deux formes de bien, deux formes de juste, en fait. Il y a tous tes arguments, là, ils marchent uniquement parce que tu as fait accepter à Polos l'idée que c'est laid de commettre l'injustice et que c'est beau d'être juste. Mais non, non, il faut distinguer les choses. Et la thèse que va proposer Calliclès, elle est très connue, c'est de dire en fait il y a deux conceptions du bon, deux conceptions du beau, deux conceptions du juste, il faut distinguer. Et alors nous, on dirait bon, peut-être qu'en fait, le problème, c'est qu'on n'a pas distingué prudentiel de moral, mais c'est pas là-dessus que va partir Calliclès, même si on peut d'une façon l'interpréter comme ça, c'est dire il y a des choses qui sont belles selon la loi, selon les créations humaines, et on va vous dire oui, c'est beau d'être gentil, c'est beau, c'est bon, c'est juste d'être gentil les uns avec les autres, de vous aimer, de vivre en égalité, en paix. Mais il y a ce qui est vraiment beau, juste et bon, c'est ce que la nature nous enseigne qui est beau, juste et bon, c'est la loi du plus fort. Voilà, oui, j'arrive. Oui, oui, dans ces traductions-là, bon et bien traduisent le même terme. Il n'y a pas, comme je disais encore une fois, nous on fait la distinction entre bon et bien. C'est clair pour nous qu'il y a une distinction. Justement, on utilise plutôt bon de façon prudentielle, c'est bon pour nous. Et bien de façon plutôt morale en général, même si on peut l'utiliser en français interchangeablement, mais il y a quand même cette distinction-là un petit peu. Et justement, le problème, c'est dans les traductions, on utilise interchangeablement. Alors, et voilà, la théorie de Calliclès, elle est assez connue, il faut que vous la connaissiez, c'est une des tirades les plus connues de l'histoire de la philosophie, c'est dire, voilà, si vous regardez la nature, si vous regardez les mondes sans loi, qui ne sont pas dirigés par des lois, c'est-à-dire la nature ou les relations internationales, c'est les deux exemples qu'il donne, hein, parce qu'il n'y a pas de loi internationale à l'époque, hein, il n'y a pas de traité qui dirige, il n'y a pas de cour pénale internationale. Hein, l'idée, c'est que les cités vivent les unes et les autres comme des êtres indépendants. Hein. Il dit, voilà, bah, dans les relations entre cités, c'est les cités les plus fortes qui gagnent et qui sont les plus belles, et dans la nature, c'est toujours le fort qui s'en prend aux faibles et qui gagne et qui prend ce qu'il veut. Et dans la nature, on voit bien que c'est la beauté de cette force. Hein, le lion qui dévore sa proie plus faible, il y a une beauté là-dedans quand même. On sent la justice du fait que c'est le plus fort qui triomphe. Donc vraiment, l'idée de Calliclès, c'est de dire, voilà, on arrête tous les faux semblants. Tu as piégé Polos parce il te répond en parlant de ce qui est beau et bon et juste selon ce que les hommes ont décidé. Mais tout ça n'est qu'un artefact créé par les êtres humains. La vraie beauté, la vraie justice, la vraie bonté, c'est celle que nous expose la nature. C'est l'idée que ce qui est bon, c'est que les plus forts triomphent. Donc clairement, si j'avais été Polos, quand tu m'as demandé
est-ce que l'injustice, c'est laid? Je t'aurais répondu, non, c'est super beau, et tu n'aurais pas pu me piéger. C'est vraiment ça que dit Calliclès. Et donc là, on sent que Socrate, il est quand même assez bien intéressé. Hein. Si vous avez lu le bouquin, il est, disant, c'est bien, j'ai envie que tu me développes bien ça et que tu m'expliques vraiment. Alors, bon, dans les propos de Calliclès, il y a cette idée de loi naturelle ou de justice naturelle. Hein. Donc déjà, il faut bien voir que du point de vue contemporain, on considérait aujourd'hui que le propos de Calliclès est complètement incohérent parce qu'il fait une confusion entre deux choses. En gros, l'idée, c'est que le mot loi, en gros, on peut distinguer deux choses. Soit c'est des lois normatives qui disent ce qu'on doit faire, par exemple les lois politiques ou les lois morales, et il y a les lois descriptives qui décrivent la façon dont le mot est. C'est par exemple les lois de la physique. Et que c'est deux sens du mot loi. Hein. Par exemple, quand je dis que l'eau bout à 100 degrés au niveau de la mer, c'est une loi physique. Et c'est pas, je dis pas à l'eau, tu dois bouillir à 100 degrés au niveau de la mer, quoi. Une des différences entre les lois naturelles et les lois physiques, c'est que si elles sont réelles, une loi normative, elle peut être violée. Je peux vous dire, il ne faut pas arriver en retard ou parler en classe, ou je ne sais pas, désolé, je passais trop de temps avec les collégiens. Euh, mais ça, vous pouvez quand même violer cette loi. C'est ça, une loi normative, elle dit ce que vous devez faire, mais c'est possible de la violer, c'est juste que c'est mal. Les lois descriptives, en général, s'il y a des choses qui, dans la nature, violent votre loi descriptive, c'est que la loi n'en est pas une, que vous n'avez pas identifié la bonne loi. Si j'avais dit que c'est une loi que l'eau bout toujours à 100 degrés, et que d'un coup, je me rends compte que quand l'altitude est plus haute, elle bout à une température plus basse, je ne me dis pas, mon Dieu, mais il faut punir cette eau pour qu'elle commence à bouillir à 100 degrés. Il faut dire, bon, ben, ma loi n'en est pas une, en fait. Hein, je l'ai mal formulée. Oui, C'est le même mot pour dire les deux lois, c'est les deux fameux mots. oui. Et puis il n'y en a pas une. Non, en fait, on ne parle pas de loi. C'est assez bizarre parce que je sais pas, il parle de la loi de la nature, mais je sais pas exactement. Je pense que du coup, si c'est traduit pareil, ça doit être le même, mais il n'y a pas de mot spécifique en grec, je pense, pour loi naturelle, ce qu'on appellerait loi naturelle. Il y en a une, enfin, est-ce que le mot a été employé d'abord pour décrire les lois naturelles ou d'abord Clairement pour les lois normatives. pour les conventions sociales? Ouais. Alors, je sais pas si loi est décrit par nomos ici, il faudrait dans le texte grec, faut vérifier en fait, faudrait voir. J'avoue que je ne parle pas assez de grec pour pouvoir vous renseigner là-dessus. Parce que nomos, ça a quand même ça doit être autre chose, je pense. Mais ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, quand on traduit, je parle vraiment pour aujourd'hui, c'est bien intéressant de voir que. Parce qu'en fait, vous trouvez des gens qui défendent des thèses comme celle de Caïclès aujourd'hui. Il suffit d'aller sur Internet, c'est très facile. Avec cette idée, voilà, c'est la loi de la nature que le plus fort triomphe. Mais l'idée, c'est qu'il faut voir que loi, ça peut avoir un deux sens. Parce que la loi de la nature, ça décrit ce qui se passe. Mais en général, ces arguments-là, ils font un passage de je décris comment ça se passe, c'est la loi de la nature, dans la nature, les plus forts triomphent, très discutable. Et je dis, voilà, du coup, c'est comme ça que ça devrait se passer. Hein. Vous voyez, du coup, on passe d'un usage descriptif à un usage normatif. Oui. C'est une loi morale, c'est une loi morale qui est inclue dans la loi normative. Non, la loi morale est un type de loi normative. Il peut y avoir les lois politiques, il peut y avoir le règlement intérieur de l'école, les instructions à suivre en cas d'incendie, tout ça, c'est des règles, quoi, si vous voulez. Ouais. Ouais, non, toutes les lois normatives sont pas forcément morales. Par exemple, voilà, si on se fixe un petit règlement, voilà, si je vous dis il faut lever la main avant de parler ou un truc comme ça, je suis pas sûr que ce soit une loi morale, c'est juste une règle qu'on s'est fixée là, si vous voulez. Par exemple, on peut dire, il y a sûrement des gens, si vous faites partie d'un groupe néo-nazi, vous avez sûrement un règlement intérieur, mais je suis pas sûr que les lois sont morales, quoi. Voilà, mais c'est quand même des lois normatives. Est-ce que ça donne. Ouais. Voilà, donc l'idée, c'est que déjà, si la thèse de Calliclès, dans ses versions actuelles, quand elle est reprise, il y a un peu une sorte de, il y a un peu une sorte de flottement entre deux sens de loi. Et en fait, on va voir que Socrate va tirer un peu avantage de ça. Et là, c'est un des argumentations les plus célèbres. Donc, je crois que Calliclès a parlé pendant au moins 4 ou 5 pages sans s'arrêter, quasiment. Il a fait tout ce laïus pour expliquer que voilà, dans la nature, c'est le plus fort qui triomphe, le meilleur, le plus puissant qui gagne. Et du coup, bah, ça devrait être la même chose dans les sociétés humaines, mais les sociétés humaines ont mis en place des fausses lois qui empêchent le fort de triompher. Donc il faut qu'on soit égalitaire, alors que c'est des conneries, parce qu'on sait bien que la vraie morale, la vraie justice, c'est l'inégalité, c'est comme ça dans la vraie vie, dans la nature. Et voilà, ça c'est vraiment la distinction qu'il fait. Et Socrate lui fait un argument qui est assez joli pour le coup et assez célèbre. Il lui fait, voilà, bon, rappelle-moi ce que tu m'as dit, Calliclès, parce que tu as quand même beaucoup, beaucoup parlé.
Est-ce que tu es d'accord que ce que tu défends, c'est le droit qu'aurait le plus puissant à s'emparer de ce qui appartient au plus faible, le meilleur de commander au moins bon, et celui qui vaut davantage d'avoir plus que celui qui vaut moins? Parce qu'il a utilisé plein de versions différentes, plus fort, celui qui vaut plus, celui qui est supérieur, le plus noble. Alors, Caniclès dit, c'est ce que j'ai dit alors et ce que je dis encore. Et Socrate lui demande, est-ce que c'est le même homme que tu appelles meilleur et plus puissant? Quand tu parles de meilleur et de plus puissant, parce que tout ça, c'est des synonymes, c'est des catégories différentes. Car je t'avoue que je n'ai pas pu comprendre ce que tu voulais dire. Par les plus puissants, entends-tu les plus forts? Hein. Voilà, donc Caliclès dit oui, oui, tout ça c'est la même chose. Meilleur, plus puissant, plus fort, c'est la même chose. On est d'accord, dans la nature, c'est ça, c'est les plus forts qui triomphent. Les plus forts, c'est les meilleurs, les plus forts, c'est les plus puissants. Ok, bah alors Socrate dit, mais du coup, dans la nature, est-ce que celui qui est plus puissant, c'est pas plutôt le grand nombre que l'individu? Hein. Par exemple, toi, Caliclès, que clairement tu t'imagines comme un grand lion solitaire qui tue tout le monde, très puissant, est-ce que s'il y a 300 gazelles qui commencent à te marcher dessus, tu vas rester le plus puissant? Alors, Caliclès dit oui, bah non, effectivement, dans la nature, le plus puissant, c'est ceux qui sont en groupe. Hein. Donc, les lois du plus grand nombre sont celles donc du plus puissant. Ah oui, parce que si les bonnes lois, si le plus puissant, c'est celui qui est le plus fort, et si le plus fort, c'est ceux qui sont en meute, qui sont en grand nombre, bah, les lois des plus puissants, c'est les lois faites par le grand nombre, assurément. Et par conséquent, des meilleurs, puisque selon toi, les plus puissants sont aussi les meilleurs de beaucoup. Oui, leurs lois sont donc belles suivant la nature, étant celles des plus puissants. J'en conviens. Et donc là où ça va, c'est l'idée de dire, c'est que Socrate dit à Caliclès, bah, du coup, finalement, la démocratie, que tu détestes, parce que tu penses que c'est les règnes des plus faibles, bah, c'est le règne du plus puissant. Bah oui, parce que tu es d'accord que la démocratie, c'est quand le grand nombre décide et fait des lois que tu détestes d'ailleurs, mais tu as dit toi-même d'accord que dans la nature, le plus grand nombre est plus puissant que l'homme isolé. Donc le plus grand nombre, il est meilleur et il est plus... il est meilleur, c'est quoi et ils sont meilleurs, plus puissants et plus forts. Donc, en gros, il essaie de retourner un peu le truc de Caniclès. Et justement, ce ce retournement, c'est que bah, Caliclès a clairement une vision de plus puissant qui est quelque chose d'évaluatif, hein, c'est le courageux, etc. Mais il essaie de faire passer ça pour une loi de la nature, comme quelque chose qu'on observe dans la nature. Parce que Socrate lui dit, mais dans la nature, finalement, ceux qui gagnent, c'est ceux qui sont en bande, quoi. Oui. Comme le monde peut décider d'appliquer la force pure au lieu de créer des lois normatives. Parce que les lois, c'est la façon dont le grand nombre affirme sa force contre ceux qui veulent déroger à la loi du grand nombre. Oui, mais aussi par la force. Bah, les lois sont faites respecter comment? Oui, mais ça, c'est un intermédiaire. Bah oui, mais ça marche mieux comme ça. Parce que par l'intermédiaire de la discussion, que la société elle fonctionne. Alors l'idée de ce que juste Socrate essaye de dire, c'est ça, c'est si tu y réfléchis, finalement, tu dis toi-même que la démocratie a réussi à réduire un peu les plus puissants en esclavage avec les lois. Donc en gros, ce que Socrate te dit, mais en fait, tu me dis que finalement, la démocratie, le plus grand nombre, a été plus puissant que les gens que tu appelles les plus puissants. Donc s'ils étaient les plus puissants, comment ça se fait qu'on peut leur imposer quelque chose, quoi? Est-ce que c'est mieux, plus clair vu comme ça? S'ils étaient plus puissants, comment tu peux défendre que ce sont les plus puissants, les plus forts, et qu'ils sont opprimés par la démocratie parce qu'on leur a imposé des trucs? En gros, c'est un peu quelque chose en gros, c'est un argument qui est assez intéressant parce qu'il peut vraiment être sorti de ce contexte-là. Dès que vous avez quelqu'un qui chante sur l'idée que oui, ce qui compte, c'est la loi du plus fort, et aujourd'hui, on ne respecte pas la loi du plus fort, et les plus forts sont écrasés. En gros, la réponse de Socrate, c'est mais s'ils sont écrasés, en quoi c'est les plus forts, quoi? Je veux dire, techniquement, vraiment, ce que défend Socrate, c'est ça, c'est que ça ne sert à rien de crier la loi du plus fort, parce que si on définit plus fort comme celui qui impose sa loi, techniquement, on vit toujours dans un régime de loi du plus fort. Donc, en fait, défendre la loi du plus fort, c'est une théorie creuse. Et en fait, ce qu'essaye de dire Socrate, c'est que en fait, derrière plus fort ou plus puissant, tu entends quelque chose de plus particulier. Tu entends les gens comme moi, qui ont mes idées, quoi, qui sont pas trop à gauche, des trucs comme ça, quoi. C'est ceux qui défendent une forme d'aristocratie, quoi. Mais ça peut pas être juste les plus forts, parce que plus fort, ça voudrait dire que c'est ceux qui peuvent diriger, quoi. Que ça va, ouais. Vous comprenez à peu près comment fonctionne l'argument. Ouais. Bon, vraiment, c'est ça. L'argument, c'est ça, c'est si c'était les plus forts, ils seraient en position de diriger. S'ils sont pas en position de diriger, c'est que c'est pas les plus forts. Donc, si on défend comme Caliclès l'idée que ceux qui doivent diriger, c'est les plus forts, en fait, c'est une position complètement vide qui consiste à accepter n'importe quel statu quo. Parce que par définition, pour Platon, si vous dirigez, c'est que vous êtes le plus fort.
Et si vous êtes dans une démocratie, c'est que le peuple est le plus fort. Il y a des questions par ici? Mhm. Ah, ben voilà. Ben, c'est juste que parce que dans la question d'avant, qui est juste ici, Socrate lui dit, tu utilises meilleur et plus fort. Est-ce que c'est la même chose? Et Caliclès il dit, oui, mais tout ça, c'est la même chose. Et c'est ce qui permet justement cet argument. C'est qu'il dit, voilà, mais si le meilleur, c'est le plus fort, mais Caliclès est obligé de répondre ça. Parce qu'en gros, Caliclès veut dire que il faut une aristocratie dans laquelle c'est les meilleurs qui commandent, mais la justification pour son régime politique, c'est la loi de la nature. Et la loi de la nature, c'est que c'est les plus forts qui gagnent, selon lui. Donc pour justifier l'aristocratie, le règne des meilleurs, sur la base de la loi de la nature, où c'est le plus fort qui triomphe, il faut dire que plus fort et meilleur, c'est la même chose, vous voyez? Oui. Ben alors, Socrate dit, c'est très simple. Si je peux si je peux vous faire faire ce que je veux et que vous ne pouvez pas me faire faire ce que je veux, je suis plus fort que vous. C'est un critère assez simple. C'est celui qu'il utilise implicitement ici. Il dit, voilà, si moi, je peux vous forcer à faire quelque chose et que vous ne pouvez pas me forcer à faire quoi que ce soit, c'est clairement moi qui suis le plus fort. Donc c'est ça qu'il dit, voilà, le grand nombre, la démocratie. Hein? Non, pas spécialement. En fait, il est en train d'essayer de... Toujours ce que fait Socrate, c'est reprendre les termes de la personne qui l'interroge et d'essayer de pousser cette logique jusqu'au bout. Il dit, voilà, si tu penses que ceux qui doivent diriger, c'est les plus forts, et que les plus forts, c'est clairement, comme on l'a vu dans ta définition de la loi de la nature, ceux qui prennent le dessus sur les autres, ceux qui peuvent exercer leur force sur les autres, alors finalement, bah, la démocratie, c'est le règne du plus fort. Tu ne peux pas t'en plaindre, parce que c'est un règne dans lequel le grand nombre a imposé sa loi à ceux qui ne sont pas d'accord avec ça. Alors si, il y a bien selon la nature. Ce qui est bien selon la nature, c'est la loi du plus fort. C'est tout le propos de tout. En fait, l'idée, c'est que vous plaquez votre conception du bien sur le texte, donc vous ne pouvez pas comprendre, mais en gros, l'idée, ce qu'a dit Caliclès, c'est on prend ce mot bien, mais on peut en avoir des versions très différentes. Il dit, bah, Souvent, ça fait peur qui souvent les plus faibles, parce qu'on va discuter de à travers de l'histoire et de l'humanité, souvent, ceux qui pensaient être les plus forts qui ont fait le plus de mal, etc., qui ont oppressé le plus les gens, ont été le plus au-dessus, c'était les plus faibles. alors, Et au final, pas, selon la définition du texte, pas forcément, parce que s'ils avaient eu le pouvoir d'opprimer les autres, c'est quand même qu'ils étaient un peu plus forts. c'est quand même des faibles, hein. Bah, encore une fois, il faut définir faible et fort pour entrer là-dedans. Là, l'idée, c'est que si fort, c'est avoir le pouvoir de faire subir à quelqu'un ce que vous voulez et qu'il ne veut pas, bah, clairement, les gens qui ont réussi à opprimer d'autres personnes, ils étaient quand même forts dans un certain sens, quoi, pour réussir à opprimer les gens. Oui. Alors, l'idée, c'est que les 30 tyrans sont des aristocrates. Donc, ils pensent effectivement que ils ont cette tendance à penser que la démocratie, c'est un peu un règne d'incompétents et de gens qui n'ont pas le niveau, si vous voulez, et que ce serait meilleur que ce soit des gens compétents et en charge. Donc, clairement, on est sur le même type de théorie que Platon attribue à Calliclès. C'est un peu ce même esprit général, si vous voulez. On retrouve ça dans pas mal de dialogues de Platon, même si c'est clairement plus mis en lien dans le Gorgias. Cette idée que les sophistes attisent une certaine vision du monde où ce qui légitime la puissance, c'est la force, en fait. Ce qui n'est pas exactement le truc des 30 tyrans. Certains étaient plus à l'idée qu'ils sont meilleurs dans le sens, ils sont meilleurs aristocratiquement. Mais là, on est dans une version très très radicale de meilleur, quoi, où c'est la force pure. Donc voilà, Socrate est très vexé, Calliclès est très vexé par cette citation, par cette conclusion. Il dit voilà, non, mais en fait, tu racontes n'importe quoi. Effectivement, je ne voulais pas dire plus fort par meilleur, parce que c'est clair que si tu prends une bande de pauvres là et que tu les mets ensemble, ils seront meilleurs que moi, au sens où ils seront plus forts que moi. Et moi, je suis quand même clairement meilleur dans un certain sens. Alors, précisons ce sens. Hein. Voilà. Penses-tu que par les plus puissants, j'entends autre chose que les meilleurs? Hein, je dis plus les plus forts, je dis les meilleurs. Ma pensée, c'est vraiment que les meilleurs doivent diriger. Ok, ok. Donc on oublie l'idée de plus fort et on se demande, mais du coup, c'est quoi les meilleurs? Socrate lui dit, tu vois que tu ne dis toi-même que des mots et que tu n'expliques rien. Ne me diras-tu point si par les meilleurs et les plus puissants tu entends les plus sages ou d'autres semblables? Oui, ce sont là que j'entends, les plus sages, les plus savants. Finalement, vous voyez, on a changé de définition de meilleur. Parce que là, Calliclès a compris que selon son propre critère de force, il n'était plus pas vraiment meilleur, quoi. Ah, voilà, donc je dis voilà, ce que je dis, c'est ce sont les hommes habiles dans les affaires politiques et courageux, c'est à eux qu'appartient le gouvernement des États. Il est juste qu'ils aient le plus que les autres. Hein. Donc, les meilleurs, ce sont les hommes habiles dans les affaires politiques. Alors, il y a un changement de ici et ici, parce que si vous vous rappelez,
Socrate, tu dis, si tu penses que c'est les plus savants qui sont les meilleurs, ça veut dire, bon, bah, les cordonniers, les boulangers, ceux qui savent faire leur métier, c'est eux qui doivent diriger. Puis, Caliclès, il est là, il dit, non, non, c'est meilleur dans ce domaine précis, hein, dans le domaine de la politique. Encore une fois, il y a une change, vous voyez, hein, vraiment, ce qu'essaye de montrer le texte de Socrate, c'est que cette idée selon laquelle, oui, la démocratie, il y a le premier couillon venu qui peut prendre des décisions, un vrai régime, ce serait celui dans lequel c'est les meilleurs qui dirigent. Le problème, c'est quand on dit ça, l'idée, elle a l'air peut-être très séduisante selon votre orientation, hein, pas de problème. Mais la question, c'est que c'est quand même pas toujours ça facile de définir meilleur, hein. Meilleur, c'est un peu une vibe, si vous voulez. Mais si vous essayez de dire ça conceptuellement, qu'est-ce que vous entendez par meilleur? Bah souvent, ça se casse un peu la figure, si vous voulez. Donc là, Socrate essaye de presser Caliclès. Il dit, voilà, bon, du coup, ceux qui sont meilleurs, selon toi, c'est ceux qui peuvent commander et à qui on obéit. Donc là, on arrive enfin à la théorie de la satisfaction des désirs. Complet détour de la conversation, encore une fois, si vous y regardez, Socrate dit, oui, mais tu dis que les meilleurs, c'est ceux qui peuvent commander, mais est-ce que c'est ceux qui peuvent commander aux autres ou ceux qui peuvent se commander à eux-mêmes? Et là, Caliclès dit, qu'est-ce que tu veux dire par là? Je dis que chaque individu commande à soi-même. Est-ce qu'il ne faut pas qu'on commande à soi-même et seulement aux autres? Qu'entends-tu par commander par soi-même? Rien d'extraordinaire, mais ce que tout le monde entend, savoir être tempérant, maître de soi-même et commander aux passions et aux désirs qui sont en nous. On dit voilà, il y a un type de maîtrise, de commandement qui se commandait soi-même, qui est la tempérance, qui est une vertu grecque, hein, très souvent citée, qui est le fait d'être contrôler ses désirs, de ne pas se laisser emporter par ses désirs. Et donc, il dit voilà, si tu penses que les meilleurs, c'est ceux qui contrôlent, est-ce que ce n'est pas aussi ceux qui se contrôlent? Hein. Et là, Caliclès éclate de rire et fait que tu es charmant, tu nous parles d'imbécile sous le nom de tempérant, qui ne le sont? Hein. C'est clair que être tempérant, c'est être débile. Maîtriser ses désirs, c'est très bien une mauvaise idée. Alors pourquoi? Alors Caliclès décrit ça dans une tirade. Comment en effet un homme serait-il heureux s'il est asservi à quoi que ce soit? Mais je vais te dire avec toute liberté ce que c'est que le beau et le juste dans l'ordre de la nature. Pour mener une vie heureuse, bonne, il faut laisser prendre à ses passions tout l'accroissement possible. Alors là, on n'est pas chez les épicuriens, hein. Il ne faut pas réprimer ses désirs, mais il faut développer au maximum ses désirs. Pour mener une vie heureuse, il faut laisser prendre à ses passions tout l'accroissement possible et ne point les réprimer. Et lorsqu'elles sont ainsi parvenues à leur comble, il faut être en état de les satisfaire par son courage et son habileté et de remplir chaque désir à mesure qu'il naît. C'est ce que la plupart des hommes ne sauraient faire, à ce que je pense, et de là vient qu'ils condamnent ceux qui en viennent à bout, cachant par honte leur propre impuissance. Ils disent donc que l'intempérance est une chose laide, comme je l'ai remarqué plus haut. Ils enchaînent ceux qui ont une meilleure nature, et nous pouvons fournir à leur passion de quoi les contenter. Ils font par pure lâcheté l'éloge de la tempérance et de la justice. Donc ce que dit Caliclès ici, c'est qu'on est tous en vrai, la vraie vie, le bonheur, c'est d'avoir le plus de désirs possible, pas de les réprimer. Et ensuite, il faut avoir les moyens de les satisfaire, ce qui demande quand même d'avoir des moyens, d'avoir de la puissance. Et il dit voilà, si on fait l'éloge de la tempérance, c'est juste parce qu'il y a des gens qui sont trop faibles pour satisfaire leurs désirs, ils sont jaloux des gens puissants, des meilleurs, qui sont capables de satisfaire leurs désirs, et du coup, rien que par jalousie, ils ont inventé l'idée que c'était mieux de contrôler ces désirs, quoi. Mais c'est juste pour empêcher, eux, ça leur coûte rien de couper leurs désirs, parce qu'ils n'ont pas les moyens de le satisfaire, parce qu'ils sont faibles, et du coup, ils ont juste dit, ouais, c'est pas bien de satisfaire ses désirs. Alors, c'est un peu comme le renard et les raisins. Je ne sais pas si vous connaissez cette fable de La Fontaine. Le renard qui ne peut pas attraper les raisins. Et puis à la fin, il dit, ah non, mais en fait, ils sont moches, ils sont trop verts, j'en avais pas envie. Donc là, l'idée vraiment de Caliclès, c'est la même chose. Les gens aimeraient satisfaire leurs désirs. Ils ne peuvent pas satisfaire leurs désirs, parce qu'ils n'ont pas les moyens de leur ambition. Et finissent par dire, non, mais c'est mal de satisfaire les désirs. Et d'ailleurs, toi qui satisfais tous tes désirs, d'ailleurs, je ne t'envie même pas, je te plains dans ta vie. Ça doit être horrible de satisfaire autant de désirs comme ça et de ne pas se contrôler. Voilà, c'est à peu près l'idée de Caliclès. Voilà, bon, ça, c'est l'origine de la valorisation de contrôler ses désirs. C'est juste que vous êtes tous aigris. Voilà, c'est à peu près la théorie. Et bon, du coup, se lance un débat dans le dialogue sur est-ce que vraiment la vie, c'est toujours satisfaire ses désirs. Et là, ce qui est intéressant, c'est que Socrate dit, mais en fait, si tu réfléchis, l'idée selon laquelle être heureux, c'est satisfaire ses désirs, ça amène à deux interprétations possibles de ce qu'est la vie bonne. Il dit voilà, voilà la métaphore suivante. Imagine les deux vies suivantes, la vie tempérante et la vie déréglée. Imagine deux hommes qui ont chacun un grand nombre de tonneaux. Donc c'est une métaphore pour représenter les deux façons de satisfaire ses désirs. Que les tonneaux de l'un sont en bon état et remplis, celui-là de vin, celui-là de miel, un troisième de lait et d'autres de plusieurs autres liqueurs. Que d'ailleurs les liqueurs de chaque tonneau sont rares, malaisés à avoir et qu'on ne peut se les procurer qu'avec des peines infinies. Que l'un de ces hommes ayant une fois rempli ses tonneaux n'y verse plus rien désormais,
n'a plus aucune inquiétude et est parfaitement tranquille à cet égard. Que l'autre peut, à la vérité, comme le premier, se procurer les mêmes liqueurs, quoique difficilement, mais que du reste, les tonneaux étant percés et gâtés, il est obligé de les remplir sans cesse, jour et nuit, sous peine de s'attirer les derniers chagrins. Ce tableau étant l'image de l'une et de l'autre vie, dis-tu que la vie de l'homme déréglé est plus heureuse que celle du tempérant? En gros, il dit voilà, la vie de tempérance, en fait, satisfaire ses désirs, ça peut vouloir dire deux choses. Si on est heureux quand on satisfait ses désirs, Socrate dit il y a une définition où, finalement, ce qui te rend heureux, c'est de ne pas avoir de désirs insatisfaits. En fait, ce qui compte le plus, c'est de satisfaire ses désirs au sens de ne pas avoir de désirs insatisfaits. Donc, on satisfait les désirs, on les range bien dans les tonneaux qui ne fuient pas, et puis après, on est tranquille parce qu'on a satisfait les désirs, puis on ne cherche pas à en avoir. On ne va pas d'un jour, à un moment, percer le tonneau pour faire couler ce qu'il y a dedans et se dire, oh mon Dieu, il faut que je le remplisse à nouveau. Hein. Voilà, ils disent, voilà, ça c'est une interprétation possible, c'est être heureux, c'est être tranquille, ne plus avoir de désirs à satisfaire. Mais il dit, voilà, mais toi, ta théorie, c'est que être heureux, c'est satisfaire la plus grande quantité de désirs possible, c'est-à-dire que une fois qu'on a rempli les tonneaux, on s'ennuie. Hein, on n'est plus heureux, donc il faut vider les tonneaux pour réussir à les remplir en permanence. Et c'est le fait de remplir qui nous rend heureux, de remplir en permanence. Oui, Pour avoir des désirs, de satisfaire, savoir choisir oui, ses désirs. exactement. Et puis en avoir pas trop aussi, du coup. Le côté, Voilà, exactement. Donc on est dans un truc qui va inspirer un peu l'épicurisme, si vous voulez. Hein. Ouais, je dirais plus même à l'épicurisme, parce que le stoïcisme, il y a un côté vertu qui n'est pas là-dedans. Là, c'est vraiment juste l'idée qu'une une fois qu'on a satisfait les désirs minimum, on est tranquille, ça ne sert pas à l'avoir. Mais effectivement, le stoïcien pourrait se retrouver là-dedans aussi, oui. Alors là, l'idée, ce serait de dire plutôt que ce qui nous rend heureux, c'est d'avoir nos désirs satisfaits. C'est pas d'en satisfaire le plus possible. Bah non, oui, alors Schopenhauer dirait ça, mais les philosophes antiques ne disent pas ça. Ils disent, voilà, en fait, on peut commencer à s'entraîner à désirer le moins de choses possible. Et si vous désirez le moins de choses possible, c'est plus facile d'avoir vos désirs satisfaits. Bon, je sais pas, vous avez vu les épicuriens, ils ont l'air très heureux, moi je trouve. Enfin, vous parlez des jugements, je ne sais pas, j'ai pas pu étudier les philosophes de l'Antiquité et leur demander à quel point ils se sentaient bien, quoi. Donc je pense, je ne peux pas faire cet exercice de projeter à partir de ma propre subjectivité comment ils devaient se sentir dans leur tête, si vous voulez. Ça se trouve, bah ils étaient très bien. Il y avait d'autres questions? Oui. Ouais. Bah si, l'idée ce serait d'en avoir le moins possible. Bah oui. Bah, vous faites ce que vous voulez parce que ce que vous voulez, c'est vous désirer. Et là, vous satisfaites tous vos désirs. C'est juste que vous apprenez à vouloir moins. Ce serait la réponse. Mais on va voir que c'est une objection, en fait, à la théorie. Hein. Donc, c'est pas du tout sur la mauvaise piste. Et je vous dis ce que répondrez. Donc, vous voyez, là, la vie que propose Socrate, sous cette forme, elle ressemble déjà à des choses qu'on retrouve chez les philosophes après. Cette idée que finalement, oui, les désirs jouent un rôle clé dans le bonheur, mais le but, c'est pas d'en avoir le plus possible, c'est d'en avoir le moins possible pour les satisfaire. En fait, c'est très épicurien d'une certaine façon. C'est pas la thèse que défend Socrate lui-même, mais c'est sur le bien, mais c'est déjà quelque chose que défend. Et alors, Calliclès, il n'est pas du tout impressionné, il dit oui, oui, mais moi je veux être comme le mec qui a des tonneaux percés, aucun problème. C'est ça mon truc, c'est ça la vraie vie, c'est avoir toujours, toujours des désirs à remplir, remplir en permanence. Parce que, comme il le dit à Socrate, c'est, voilà, bah, finalement il dit ici, hein, le type qui a plus aucun tonneau à remplir, il est dans le cas dont je vous parlais tout à l'heure, il vit comme une pierre, dès qu'une fois qu'ils sont pleins, sans plaisir ni douleur. Donc en gros, il est un peu comme mort, comme un caillou, quoi. Il est là, il est tranquille, il a plus de désir, mais bon, voilà, on s'ennuie, quoi. Hein, tandis que lui, au moins, il s'amuse à toujours remplir ses tonneaux, et ça, c'est la vraie vie, quoi. Alors, est-ce qu'il faut multiplier les désirs? Socrate dit, bon, alors ta théorie à toi, c'est que voilà, ce qui nous rend heureux, en fait, on est heureux à chaque fois qu'on satisfait un désir, donc on est d'autant plus heureux qu'on a des désirs et qu'on peut les satisfaire. Et en gros, ce que dit Socrate, j'ai plus le temps de vraiment lire, c'est vraiment ça. Il lui dit, bon, ben, imagine-toi un homme qui est heureux, et imagine-toi maintenant le même homme et qui a la ch'touille, quoi. C'est vraiment ce qu'il dit, hein. Je crois qu'il dit, la personne se gratte même à un certain endroit, puis Caliclès fait non, mais c'est bon, arrête. Hein. Et voilà, imagine qu'il y a quelqu'un qui a la gale, la même personne qui a la gale, donc il a tout le temps envie de se gratter, donc là les désirs sont multipliés à l'infini, hein, il a tout le temps des nouveaux désirs, celui de se gratter, puis c'est quand même super facile à satisfaire, voilà, hop, on se gratte, et dit voilà, franchement, ça c'est pas d'après toi, ça devrait être la meilleure vie possible quand même. Parce que là, il y a du désir, il y a des désirs à l'infini qui est facile
qui est facile à satisfaire, le compte de désir satisfait explose là. Donc finalement, c'est ça la vraie vie selon toi. Là, c'est ça qu'il dit. Hein. Est-ce assez qu'il éprouve des démangeaisons à l'appel seulement? Faut-il qu'il en sente encore quelque autre part, je te le demande. Vois, Caliclès, que tu répondras si on pousse les questions en ce genre aussi loin qu'elles peuvent aller. Hein. Et pour tout dire, en un mot, la vie du débauché n'est à tel point triste, honteuse et misérable. Donc là, il joue un peu sur la sensibilité de Caliclès. Il dit, si ta théorie est bonne, bah, le débauché, la personne qui est toujours en train de satisfaire des désirs minables, elle devrait être heureuse selon ta théorie. Et clairement, ça ne colle pas à l'éthos très aristocratique de Caliclès. Hein. Lui, quand il dit qu'il faut satisfaire ses désirs, en vrai, en tête, il n'a pas oui, l'idée de se gratter ou je sais pas si si on disait, voilà, imagine un homme qui aurait comme plaisir de compter les lentilles dans sa cuisine, je reprends un exemple un peu de Hegel, bah, il serait hyper heureux sans toi puisqu'il passerait sa journée à compter les lentilles dans sa cuisine. Et clairement, ça, Caliclès dirait, ben non, c'est pas ça là, ce que j'ai en tête, quoi. Ceux qui sont heureux, c'est les meilleurs, quoi, ceux qui ont des vrais désirs importants, quoi. Donc l'idée, c'est qu'en fait, au cœur du Gorgias, il y a un dilemme pour la théorie de la satisfaction des désirs. Qu'est-ce que ça veut dire? On est heureux quand nos désirs sont satisfaits. Ça veut dire qu'on est heureux quand on a le moins de désirs insatisfaits. Dans ce cas-là, il faut avoir le moins de désirs possible. Et l'objection de Caliclès, c'est, et enfin, je vois pas très bien en quoi c'est bien, parce que c'est un peu la vie d'un caillou, quoi. Ou alors, ce qui nous rend heureux, c'est d'avoir le plus de désirs satisfaits. Chaque fois qu'on satisfait un nouveau désir, on gagne un point qui rend notre vie meilleure. Et là, bah, du coup, on peut trouver plein d'exemples qui n'ont pas l'air très avantageux, comme le type qui a la gale. Hein. Voilà, il est d'autant plus heureux qu'il a des besoins à satisfaire. Donc là, on arrive à la fin du dialogue. Et Socrate essaye de conclure que pour lui, il va lui expliquer que le bonheur, c'est pas le plaisir qu'on tire à satisfaire ce désir. Et il a un certain nombre d'arguments. Il dit voilà, ne crois-tu pas que le bonheur est une affection contraire au malheur? Sans doute. Puisque le bonheur et le malheur sont opposés, n'est-ce pas une nécessité qu'ils soient en elles comme de la santé et de la maladie, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas être présentes dans le même homme en même temps. Soit vous êtes malade, soit vous avez la santé, soit vous êtes heureux, soit vous êtes malheureux. Mais il ne peut pas y avoir le bonheur et le malheur, le bien et le mal, qui coexistent, encore une fois, la traduction, vous allez voir, est important, qui coexistent en même temps dans un individu. Alors déjà, bon, on pourrait discuter ça, mais c'était ça. As-tu dit de la faim que ce fut un sentiment agréable ou douloureux? Je parle de la faim prise en elle-même. Oui, c'est un sentiment douloureux, et manger en ayant faim est une chose agréable. J'entends, mais la faim en elle-même est douloureuse ou non? Je dis qu'elle l'est. Euh, et en gros, je passe, mais en gros, ce que Socrate essaie de faire dire à Caliclès, c'est que le plaisir et le déplaisir peuvent coexister. Hein. Par exemple, quand vous avez très faim et très soif et que vous commencez à boire ou à manger, vous avez encore le sentiment de faim qui vous tiraille, c'est encore de la douleur, mais vous avez le plaisir tiré à la satisfaction dessus, de satisfaire le désir. Hein. Donc le plaisir et la douleur peuvent cohabiter, mais on vient de dire que le bien et le mal, le bonheur et le malheur ne peuvent pas cohabiter. Donc, le plaisir et la douleur ne peuvent pas être le bien et le mal. Vous voyez comment fonctionne plus ou moins l'argument? C'est ça, voilà. La douleur est un mal, le plaisir peut coexister avec la douleur parce que ça peut être la satisfaction du désir qui cause de la souffrance, donc le plaisir ne peut pas être le bien. C'est vraiment ça l'argument. Je vous laisserai lire plus en détail, là, l'heure tourne. Alors, un autre argument qui joue aussi sur les valeurs aristocratiques de Caliclès, c'est la chose suivante, c'est le bien, c'est ce qui rend les gens bons, voilà, on est d'accord. Si vous avez le bien en vous, vous êtes une bonne personne. Et du coup, si le bien était le plaisir qu'on tire à la satisfaction des désirs, alors on devrait être une bonne personne dès qu'on ressent du plaisir. Vous voyez un peu comment ça fonctionne. Et là, Socrate prend un exemple qui parle beaucoup à Caliclès. Il dit, voilà, imagine, c'est la guerre. L'armée ennemie avance et à la tronche de l'armée ennemie, c'est clair qu'on va se faire défoncer. Est-ce que finalement la personne qui fuit le champ de bataille pour aller se cacher, elle ressent pas un peu du soulagement et donc du plaisir? Donc si elle ressent du plaisir à ce moment-là, on devrait dire que c'est une bonne personne, parce que si le plaisir c'est le bien, il y a le bien en cette personne, donc c'est une bonne personne. Mais Caliclès n'a pas envie de dire que la personne qui quitte le camp de bataille lâchement est une bonne personne. Vous voyez encore une fois. Et les arguments ne sont pas forcément toujours très faciles à suivre, oui. Alors on serait injuste, ça dépend selon qui, encore une fois. Parce que pour Caliclès, la justice, c'est la loi du plus fort. Donc c'est faire ce qu'on veut. C'est toujours le. En fait, il peut pas. Dans la discussion avec Polos, Socrate peut partir d'un accord sur ce qui est juste ou pas, plus ou moins. Parce qu'ils sont juste d'accord sur ce qu'est la justice, mais ils ne sont pas d'accord si la justice est bonne ou pas. Et l'idée, c'est que le dialogue avec Caliclès va un pas plus loin parce qu'il part de l'idée qu'ils ne peuvent même pas s'accorder sur ce qui est juste ou ce qui n'est pas juste. Par contre, ce sur quoi ils arrivent à s'accorder ici, c'est que
clairement, c'est vraiment naze de fuir le champ de bataille. Là, voilà, tous les Athéniens s'accordent là-dessus, 20 sur 20. Même Calliclès trouve un... Donc l'idée, c'est que si c'est mal de fuir le champ de bataille alors que ça nous fait plaisir, alors le bien ne peut pas consister à juste chercher son propre plaisir. Parce que ça... Il n'utilise même pas le mot juste, vous voyez, parce qu'il n'y a pas d'accord sur la justice, mais il y a un accord sur le fait que certaines choses sont laides ou mal, quoi. L'idée, c'est que Socrate part toujours d'un accord commun avec son interlocuteur. Alors, donc ça va, vous voyez à peu près comment ça fonctionne. Vous n'êtes pas forcément convaincu par les arguments de Socrate, mais vraiment l'idée, c'est de voir qu'il y a déjà un peu ce débat dans la philosophie antique. Donc la semaine prochaine, on va voir les arguments contemporains. Alors, on va passer aux stoïciens. Donc déjà, vous lisez le manuel d'Épictète pour la semaine prochaine, ça fait pas beaucoup de pages, je vous promets. Oui. Pas dialectique à la Hegel pour un peu comprendre que c'est espèce en fait. Il y a du mal et il en conclut. Après, il parle du juste et injuste et il conclut. Je sais pas, j'avoue que là tout de suite, j'ai pas le plan en tête, donc je pourrais pas vous répondre. J'ai pas de feedback pertinent à dire là-dessus. Possiblement, mais je ne sais pas. Oui. Ça voudrait dire que le bien change en fonction de l'âge. Oui, bah, tout à fait, hein. On pourrait considérer que le bien pour un nourrisson n'est pas la même chose que pour un adulte. Effectivement, c'est une théorie hybride possible. On pourrait se dire finalement les notions de ce qui est bien doivent changer en fonction de l'âge ou de la position. Oui, quelque chose comme ça. Oui, alors du coup, c'est presque un argument d'autorité là. Mais effectivement. Mais on verra quelques philosophes qui défendent l'idée que de toute façon, on peut être heureux que quand on est vieux. Euh, Mais ça, il y en a qui défendent ça. Alors, juste pour finir là-dessus, donc la semaine prochaine, on va discuter de la théorie de la satisfaction des désirs avant de passer aux stoïciens très rapidement. Juste que quelques points sur Platon qui ne sont pas du tout à l'examen, donc je les fais ici, pour ceux qui doivent partir peuvent partir. Il y a des thèses fondamentales platoniciennes auxquelles dont j'ai pas parlé, desquelles il faut que vous ayez entendu parler, parce que tout le monde a entendu parler de la théorie des idées ou des formes chez Platon. Est-ce qui a besoin d'un rappel là-dessus? Non, c'est bon? Vous rappelez, hein, l'idée, c'est que tout objet concret qui existe dans ce monde visible est en fait le reflet ou une copie d'un objet abstrait. Par exemple, si ce qui fait que nous sommes tous des êtres humains, même si nous sommes différents, avec nos différences, c'est que nous sommes tous des copies plus ou moins imparfaites de cette idée abstraite, de cet objet, pas abstrait dans le sens où c'est un objet qui n'existe que dans notre tête, de cet objet non matériel, idéal, qui est l'idée de l'homme, la forme de l'être humain. Hein. Et l'idée de la deuxième théorie, c'est la théorie de la réminiscence, parce que ça aussi, ça vous dit quelque chose. L'idée, c'est que, en fait, on a pu contempler ces formes entre deux vies, et on a un souvenir de ces formes, par exemple de ce qu'est la justice, de ce qu'est l'être humain, de ce qu'est le bon. Et en fait, on a dans notre esprit des traces, des souvenirs de ces choses-là. Oui, possiblement, c'est présenté sous forme de mythe. C'est toujours dur de savoir à quel point ça fait effectivement partie des choses officielles, de l'enseignement officiel. Parce que c'est toujours quelque chose que Socrate présente sous forme de mythe. Il dit jamais c'est comme ça, quoi. Quoi? Ah si, Platon, il croit au Dieu, en Dieu, mais pas de la même façon il croirait un catholique, quoi. C'est pas, il croit à un démiurge qui a créé le monde, déjà. Mais c'est pas forcément l'être le plus élevé dans la hiérarchie. Alors pourquoi est-ce que ça... Alors l'idée, c'est que ce que je voulais finir par ça, c'est... Vous avez tous entendu parler de ça, c'est très malheureux, non, je plaisante. Ça veut dire que... Non, mais c'est un passage obligé au collège, si vous faites philo. Mais en général, on se demande un peu qu'est-ce que Platon avait fumé ce jour-là. Et ce que je vais vous expliquer, c'est qu'en fait, c'est une conséquence tout à fait logique de la pratique de Platon. Parce qu'en fait, Platon a un problème dans sa vie. Qu'est-ce que c'est le problème? C'est qu'il a commencé par écrire des dialogues socratiques. Le point de Socrate, c'est que Socrate n'apprend pas des choses aux gens. Il ne construit pas de savoir. Il essaye de montrer que les gens se contredisent eux-mêmes. Il dit par exemple, il dit à Céphale, tu as défini la justice comme rendre à chacun ce qui lui est dû et dire la vérité, mais je peux produire un cas dans lequel ce serait injuste de rendre à la personne ce qui lui est dû et de dire la vérité. On a vu ça la semaine dernière. C'est de montrer à la personne qu'elle se contredit elle-même et qu'elle donc elle ne sait pas. Socrate ne prétend pas savoir ce qu'est la justice, ni apprendre ce qu'est la justice. Il n'y a pas de visée théorique. Et les premiers dialogues de Platon suivent ce modèle.
Maintenant, vous savez, justement, Platon, par exemple, a la théorie des idées. Platon commence à définir des théories, à écrire des choses dans lesquelles il affirme des trucs. Hein, et Platon n'est pas Socrate. Hein. Et la question, c'est comment on peut utiliser la méthode socratique, parce que tous les dialogues de Platon continuent à utiliser la méthode socratique, comment la méthode socratique peut nous donner des connaissances. A priori, ce n'est pas une méthode qui est faite pour produire des connaissances, c'est une méthode qui est faite pour mettre au jour des contradictions chez les gens. Hein. Ben, l'idée de Platon, c'est de dire, voilà, en fait, quand j'utilise un cas, par exemple, quand je dis à Céphale, est-ce que ce serait juste de rendre les armes à l'ami et de lui dire où sont cachées ses armes, quand je dis que c'est injuste, je ne suis pas en train juste de sonder l'opinion particulière de Socrate, de Céphale, comme le faisait Socrate. En fait, le fait que Céphale n'a pas de bonne définition de la justice, il ne sait pas ce qu'est la justice, mais il a un certain sens dans certains cas de ce qui est juste et injuste. Par exemple, là, il sent bien que ce serait injuste de rendre les armes à l'ami, en fait. Donc l'idée, c'est que cette réponse-là que Céphale donne, ce serait injuste de rendre les armes à l'ami, c'est pas juste, ça ne renseigne pas uniquement sur l'opinion de Céphale, mais s'il a cette opinion, c'est peut-être une trace d'une connaissance supérieure de la justice qui reste en lui, en fait. Donc l'idée de Socrate, c'était de comparer les définitions des gens à leur verdict sur des cas particuliers. L'idée de Platon, c'est peut-être que leurs verdicts sur des cas particuliers, en fait, sont des sources de connaissances parce qu'elles reflètent un souvenir très très vague de ce qu'était la justice, par exemple. Donc, en fait, si vous y réfléchissez, l'idée, c'est que la théorie des idées, c'est quelque chose qui permet de transformer la méthode socratique, qui est juste une méthode d'interrogation personnelle, pour voir si vous êtes d'accord avec vous-même, en un moyen de connaissance générale. C'est l'idée que quand j'interroge les gens, quand je sonde les gens sur est-ce que ce serait juste de faire ça dans ce cas-là, est-ce que ça c'est du beau, est-ce que ça c'est du bien, et bien en fait, je suis aussi en train de collecter leurs souvenirs, d'éveiller leurs souvenirs des idées, de la forme. Donc en fait, on peut utiliser cette méthode-là pour atteindre une connaissance. Vous voyez comment la théorie des idées, en fait, c'est une sorte de truc qui permet d'expliquer comment le modèle socratique permet d'acquérir des connaissances. En interrogeant les gens, on ne sonde pas juste leur opinion, on essaye de remonter à la connaissance de la justice et des autres formes dont ils ont un souvenir, en fait. Oui. Réfléchir, c'est bien revenir à nos connaissances en tout. Réfléchir, c'est se souvenir. Platon dit ça exactement dans le Ménon, par exemple. Je crois qu'il y a aussi des trucs comme ça dans le Tête-Tête. Il y a vraiment cette idée qu'en fait, vous avez des intuitions sur certains cas. Ça, en fait, vraiment l'idée de base de Socrate, c'est vous êtes incapable de donner. Alors, peut-être que vous êtes capable. Partons du principe que vous êtes incapable de donner là tout de suite une définition de la justice. Vous ne savez pas ce que c'est la justice, vous n'avez pas de définition. Mais par contre, vous savez plein de choses sur la justice. Si je vous dis, par exemple, voler la trousse de votre camarade, est-ce que c'est juste? Vous allez me dire non. Hein. Par contre, si je vous dis, est-ce que ce serait juste de vous rendre aux autorités après avoir commis un crime pour vous faire punir, là, Socrate dira, c'est clairement juste. Et vous serez d'accord avec lui, bien sûr. Donc son idée, c'est que vous êtes capable d'avoir des opinions assez précises sur ce qui est juste et injuste, sans avoir appris de définition de ce qui est juste et injuste. Hein. Et ça, ce qui permet ça, selon Socrate, c'est que justement, vous avez contemplé ce qu'était la justice abstraite, et vous en avez des souvenirs. Et du coup, la méthode socratique, elle permet d'interroger les gens pour partir de ces souvenirs, pour les faire remonter à une définition plus élevée, en fait. Parce que vous voyez, donc on continuera juste la semaine dernière, mais c'est juste pour vous expliquer que même si la théorie des idées, c'est très bizarre à première vue, en fait, c'est parfaitement logique dans la carrière de Platon. Et d'ailleurs, ça se voit aussi, parce que si vous regardez les premiers dialogues de Platon, il discute que avec des idiots, et si vous regardez les dialogues plus tardifs, Socrate discute plutôt avec des jeunes Athéniens sérieux. Et ça va avec l'idée que si vous lisez le Phèdre de Platon, il y a une théorie quand même assez intéressante que certaines personnes se rappellent mieux des idées que d'autres. Donc tous les interlocuteurs ne se valent pas pour Socrate. Les gens de bonne famille, sérieux, vertueux, ont de meilleurs souvenirs des idées. Forcément, les premiers dialogues, c'est juste Socrate qui veut montrer que les idiots se contredisent, et puis les derniers dialogues, c'est Socrate qui parle avec des gens intelligents pour essayer de remonter à ces connaissances plus abstraites. Donc il y a vraiment un sens à la théorie des idées qui n'est pas juste Platon a décidé un jour qu'il y avait des trucs abstraits. L'idée, c'est que en fait, si vous considérez qu'on peut faire de la philosophie comme Socrate le fait, en créant des théories, et pas juste comme pratique pour montrer aux gens qu'ils ont tort, alors c'est une théorie qui explique exactement comment vous pouvez utiliser l'entretien socratique pour construire des théories. Bon, c'est pas l'examen, donc si c'est pas clair, vous me le dites, mais c'est pas très grave pour vous, mais j'aimerais que vous compreniez ça. C'est pas arbitraire. Les philosophes se réveillent pas un matin en se demandant quelle connerie je vais raconter.
tout ça est parfaitement logique dans l'évolution des dialogues de Platon et dans les buts que se donne Platon. Ouais, On voit ça la semaine prochaine, quoi. je leur reparlerai vite fait, mais si vous avez des questions, j'en ai trop. Alors, je vais pas parler trop de ça parce que c'est pas au programme, mais c'est juste pour. En général, il y a quand même. Je sais que quand les gens voient la théorie des idées au collège, il y a un peu cette idée de genre. Alors, question. Ouais. Théorie des idées, je ne sais pas si j'ai compris dans ce que vous avez dit, Mais- elle n'est pas utilisée seulement comme instrumentalisation, c'est aussi vraiment une théorie. Oui, non, mais il y croit, hein, c'est pas un problème, c'est une Ouais. théorie construite. Non, mais justement, l'idée, c'est que cette théorie vient justifier la pratique. Mais elle ne peut justifier la pratique que si elle est vraie. Oui, après aussi, cette théorie, elle vient d'abord des pythagoriciens aussi, non? Alors oui, il y a une inspiration clairement pythagoricienne, mais chez les pythagoriciennes, c'était réservé au nombre abstrait, pas au concept abstrait en général. Euh, les pythagoriciens ont cette idée que le 2, le 3, le 4, le carré, toutes les entités mathématiques existent indépendamment de nous. L'innovation platonicienne, c'est de se dire que ça ne se limite pas aux objets mathématiques et géométriques. Ça implique à la fois les concepts comme la justice, le beau, le bien, parce que ça, vous ne trouvez pas dans la théorie pythagoricienne. Donc l'idée, c'est que ce n'est pas juste un copier-coller du pythagorisme, c'est une sorte de généralisation très ambitieuse du pythagorisme. Alors je ne dis pas que c'est la seule raison pour laquelle... En fait, il y a plein de raisons pour lesquelles Platon accède à la théorie des idées. Par exemple, ça permet de régler aussi le débat sur... il y a un débat chez les présocratiques sur est-ce que la connaissance est possible, vous savez, avec cette idée que si tout change tout le temps, comme le veut Héraclite, la connaissance n'est pas possible parce que tout est en mouvement. Par exemple, je pourrais me dire, aujourd'hui, vous portez des baskets, mais en fait, ce n'est pas une connaissance, parce que peut-être que ça va s'arrêter demain, quoi, ou un truc comme ça. Il y avait vraiment cette idée-là. Et l'idée de Platon, c'est que ça permet... Alors, le contraire d'Héraclite, c'est de dire, en fait, le mouvement n'existe pas, la connaissance est possible parce que rien ne change jamais. Nothing ever happens, quoi. Mais l'idée, c'est que la théorie des idées, ça permet de résoudre aussi ce problème-là en se disant, le monde sensible est toujours en mouvement, donc il n'y a pas de connaissance possible du monde sensible, mais il y en a une possible des idées abstraites qui, elles, sont éternelles. Et comme les objets du monde sensible sont une copie imparfaite des idées, on a quand même une connaissance indirecte et imparfaite du monde sensible à partir... Il y a plein de raisons différentes, mais l'idée, c'est que, en fait, c'est assez logique, parce que vraiment, imaginez, vous pratiquez comme Platon, vous vous dites, je pars de cas où j'ai des intuitions assez fortes que c'est juste et pas juste, et à partir de là, j'essaye d'obtenir une définition générale de ce qu'est la justice. Comment ce type de connaissance est possible? Comment je peux connaître ce qu'est la justice si je pars du principe que je ne la connais pas déjà, vu que je ne la connais pas déjà, parce que je la cherche? Et comment je peux... Quelle est la logique de se dire, je ne connais pas la justice, mais pour trouver ce qu'est la justice, je vais partir de mes intuitions sur des cas précis pour essayer de généraliser à travers une définition, et ça va me donner ce qu'est la justice. Parce qu'en fait, si je connais rien à la justice, peut-être que mes intuitions sur des cas précis, elles valent rien. Et donc cette pratique-là, elle suppose que d'une certaine façon, je sais déjà ce qu'est la justice, sans savoir ce qu'est la justice. Un peu comme l'esclave du Ménon, si vous voulez. Et vous voyez que la théorie des idées, elle vient rendre compte de cette pratique. Donc je pense qu'elle est, d'une certaine façon aussi, elle est plus ou moins implicite dans la pratique du dialogue socratique, à partir du moment où on veut l'utiliser comme un objet de découverte philosophique. Et donc, je pense que ce n'est pas du tout un hasard si Platon arrive à cette théorie. Ouais. Je ne dis pas qu'il s'est dit un jour, ah mince, il faut que je justifie mon truc, vite, inventons une théorie pour justifier le truc. Bah, je pense qu'elle est plus ou moins implicite déjà dans la pratique et que lui explicite quelque chose qui est supposé par la pratique. Est-ce que ça a un sens comme ça? Ouais. Oui, de prendre le fait que le monde des idées ne change pas de manière continue. Parce que l'idée, c'est, prenez un exemple, je trace un cercle dans le sable. Ok. Ce cercle peut être détruit, déformé, défacé. Mais le cercle dont parlent les géomètres, lui, ne change jamais, c'est un concept abstrait. Chaque fois qu'on parle des propriétés les propriétés du cercle étaient les mêmes dans la Grèce antique qu'aujourd'hui. Hein. Donc pour lui, c'est l'idée que on fait des mathématiques, de la géométrie, on étudie les propriétés d'objets abstraits qui n'existent pas de façon sensible. Et ces objets, ils ont une nature abstraite éternelle, c'est tout. Ils sont dans un monde où le temps n'existe pas, si vous voulez. Le temps est quelque chose qui s'applique au monde des objets concrets, sensibles, mais pas au monde... Oui. Je ne vois pas comment, c'est vraiment une théorie sur l'existence de certains objets, donc d'objets abstraits. L'idée, c'est que quand on parle de justice, ce n'est pas un concept juste dans notre tête, c'est un objet qui existe indépendamment de nous. Donc, il n'y a pas vraiment il n'y a pas de relation directe aux émotions en général. En fait, idée, c'est une très mauvaise traduction. On dit souvent théorie des formes, c'est mieux, parce que idée, ça a l'impression que c'est dans notre tête et que c'est quelque chose
qu'on obtient par la réflexion, mais vraiment l'idée de Platon, c'est que les idées, les formes. Un exemple très simple pour illustrer ça, c'est que, par exemple, le chiffre 2 a des propriétés, et le chiffre 2, mais il existe nulle part dans la salle. Enfin, vous ne pouvez pas montrer dans le monde où est le chiffre 2. Pourtant, c'est un objet qui existe indépendamment de nous. Il ne perd pas ses propriétés à partir du moment où les êtres humains décident de plus penser au chiffre 2, si vous voulez. Donc pour Platon, c'est que cet objet, il existe, mais il a un mode d'existence qui est un peu différent de la table. Il n'existe pas dans le monde des objets observables, mais dans le monde des objets purs, abstraits, etc. Est-ce que ça a un sens? Donc il y a pas, je ne vois pas où on parlerait d'émotion dans la théorie, c'est pas la question, je dirais en fait. Je sais plus, oui. L'objet avec forme et l'objet sans forme. On pourrait peut-être voir ça comme la conscience où tout existe dans la Alors ça, c'est plus néoplatonicien. C'est une récupération de Platon qui va exister. Quelle forme l'objet sans forme? Bah, en gros, il existe un. Bah, je vais prendre un exemple très simple. Prenons le théorème de Pythagore. OK? On s'en fout, c'est pas le problème. Le théorème de Pythagore, vous pouvez dire qu'il a telle propriété, il dit telle chose. Et l'idée de Platon, c'est que le théorème de Pythagore, il n'existe pas uniquement dans nos têtes. C'est quelque chose qu'on découvre, hein, que les mathématiciens ont découvert. Mais le théorème de Pythagore, il n'est pas ici quelque part dans le monde. Vous ne pouvez pas me dire, ah oui, mais en fait, le théorème de Pythagore, on l'a découvert en Asie centrale, à tel endroit. Il se cachait derrière un rocher, puis on l'a trouvé, quoi. Non, le théorème de Pythagore, il existe, mais il n'existe pas à un endroit précis. Donc, il existe dans un mode de ce mode-là. Ah, je prends juste un autre exemple. Par exemple, si je vous dis, prenons prenons par exemple, je ne sais pas, Eugénie Grandet de Balzac. Je suis sûr que vous pouvez me dire plein de choses ou pas sur Eugénie Grandet de Balzac. Mais si je vous demande où est le livre dans le monde, où est-ce qu'il est? Où est Eugénie Grandet? Ce n'est pas un objet qui existe à un endroit précis. C'est comme si je vous parle d'un morceau de musique. Un morceau de musique, il existe. Vous pouvez me dire, il a été créé par tel compositeur, il a telle propriété, il dure tant de minutes. Mais vous ne pouvez même pas montrer où est le morceau de musique dans le monde. Il n'existe pas à un endroit précis. Donc c'est vraiment l'idée qu'il y a des objets qui existent, mais pas à un endroit précis dans le monde ici, mais de façon abstraite, oui. Vous ne pouvez pas dire qu'elles existent dans le monde de l'intellect humain qui est biaisé par les catégories de Kant. Alors, ça, c'est toujours la théorie. Par exemple, il y a des gens en mathématiques qui défendent cette idée que les objets mathématiques n'existent que dans notre tête. Voilà. Mais l'idée de Platon, c'est que ce n'est pas le cas, hein. Oui. Alors, disons qu'il y a des raisons un peu intuitives de le penser. Je ne dis pas que c'est la bonne théorie, mais il y a des arguments assez intuitifs qui est que, par exemple, imaginons qu'il y ait une forme mathématique et certaines propriétés. Et imaginons que pendant un moment, le Moyen Âge, on ait perdu, même si il y a des traces des propriétés de cette forme géométrique dans les livres, l'existence de cette forme géométrique est disparue des esprits parce que tous les mathématiciens sont morts ou ont été tués. Puis après, quelqu'un au XVIIIe siècle redécouvre cette forme mathématique et les propriétés. L'idée de Platon, c'est qu'on ne dirait pas que la forme a arrêté d'exister et que ses propriétés n'étaient plus des propriétés entre le Moyen Âge et le XVIIe siècle, mais que pendant ce temps-là, on ne connaissait plus cette forme, on n'était plus au courant de son existence, et qu'on a redécouvert ses propriétés, pas qu'on les a réinventées. Vraiment, c'est l'idée qu'en mathématiques, alors les gens ne sont pas d'accord, hein, c'est vraiment un débat, mais ce qu'on appelle le platonisme mathématique encore aujourd'hui, et beaucoup de mathématiciens adhèrent au platonisme mathématique, c'est l'idée que les objets mathématiques sont trouvés et pas inventés de toutes pièces par l'être humain. Ouais. On peut encore dire qu'elles sont internelles, les formes sont internelles pour le monde de l'être humain, mais pas en dehors de ce monde. C'est pas ben non, ce qu'il vient de dire, c'est l'inverse, justement. Là, l'idée, c'est que pendant un moment, on les avait oubliés. Il n'y avait plus aucune trace de ces trucs-là dans l'intellect humain. Oublié, hiberné. Quoi? Une forme d'hibernation, comme quoi l'idée serait éternelle, immortelle dans le monde de l'intellect humain. Alors, il faudrait préciser l'ontologie du monde intellect humain. Est-ce que c'est le monde intellectuel humain, c'est une sorte de truc où toutes les consciences sont liées ou Oui. un truc comme ça? Dans ce cas-là, si on entend l'intellect humain comme s'il y avait vraiment une sorte de monde de l'intellectuel humain qui serait l'union de toutes les consciences, on pourrait défendre quelque chose comme ça. Extérieur, cette vue, il y aurait autre chose. C'est ça. Mais vraiment, la théorie de Platon, c'est que les objets. Vraiment, l'idée, c'est par exemple, quand les mathématiciens vous disent qu'il existe un chiffre premier entre 4 et 6, c'est vrai, il existe un chiffre. Et ce chiffre, il existait même avant qu'on le découvre, si vous voulez. C'est vraiment ça l'idée de Platon. Et il faut imaginer que la justice existe sur le même modèle. Il y avait une